Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après l'émission de la semaine dernière qui a fait beaucoup réagir avec Olivia Morel qui a fait du combat contre la GPA le principal, on va dire, de son activité en ce moment. Donc en tout cas, merci à elle et à tous d'avoir réagi donc suite à cette émission, d'autant qu'elle n'était pas invitée dans beaucoup de médias. Donc on est particulièrement heureux de l'avoir reçue. Alors notre invité cette semaine, je suis particulièrement heureux de le recevoir. Ça n'est pas faute d'avoir essayé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, car son emploi du temps est absolument débordé. Il est conférencier international, expert en neurosciences et en géopolitique. Je suis particulièrement heureux de le retrouver. Je le connais un tout petit peu. On a échangé un petit peu hors antenne. C'est Idriss Aberkane. Bonsoir Idriss. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir, puisque vous étiez venu, mais il y a près de 2 ans maintenant. Donc vous étiez beaucoup réclamé par notre public. Donc on est ravis de vous recevoir à nouveau. D'abord, comment allez-vous ? Bien, justement, comme vous le disiez, un emploi du temps chargé, mais je suis ravi de revenir. C'est vrai que je m'étais même pas rendu compte que ça faisait déjà 2 ans. Mais entre le Bistrot Liberté, où d'ailleurs les shorts avaient énormément tourné sur les réseaux sociaux, donc merci d'avoir posé des bonnes questions, parce que c'est à ça qu'on voit quand une émission est bonne, c'est quand les questions donnent lieu à des... Non, c'est d'abord quand l'invité est bon. Ouais, mais mine de rien, pouvoir poser une question qui va faire un beau sujet, un beau short, une réponse à propos, c'est un truc qui est assez rare. Donc voilà, j'aime bien quand on fait des émissions ensemble, en tout cas. Merci Idriss, c'est bien réciproque en tout cas. Donc on le disait, il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu étonnés que vous vous exprimiez un peu moins sur X en ce moment. C'est vraiment ça va, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Je vais revenir, trouver une raison précise de revenir. Mais là, dernièrement, en fait, je suis aussi entrepreneur. J'ai 2 entreprises. Scandaria, par laquelle je vends mes masterclass, et ma société de jeux vidéo éducatifs, Guild of Logos, qui fonctionne bien d'ailleurs. Et donc, j'ai dû m'en occuper dernièrement. Je pouvais pas être au four et au moulin. Mais bien sûr. Et puis la chaîne YouTube, là, qui a le million d'abonnés. C'est colossal. Qui s'approche du million d'abonnés, malgré des tentatives de l'en empêcher, en effet. Ouais. Bon, en tout cas, ça va être l'occasion de parler de beaucoup de sujets avec vous aujourd'hui. Donc, on prévient les gens. Donc, un très long entretien qui nous est promis. Donc, merci encore. Alors, cher Idriss, je propose donc de commencer cette émission. On va pas revenir sur votre parcours puisque tous les gens, en tout cas, qui nous suivent, vous connaissent. Alors, d'abord, on va parler du conflit israélo-palestinien sur lequel, donc, j'ai pas eu l'occasion de vous interviewer puisque la dernière fois vous étiez venu ici sur ce canapé orange, le 7 octobre n'avait pas encore eu lieu. Alors, d'abord, l'armée israélienne est entrée donc à Rafah. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'était un plan qui avait été fuité dans WikiLeaks. Il y a des fonctionnaires israéliens, donc là, il faut quand même reconnaître aussi les risques qu'ils ont pris, qui ont fuité dans WikiLeaks un truc qui avait énormément embarrassé le Likoud, qui était un plan d'évacuer totalement Gaza, de sortir tous les Palestiniens de Gaza, de la bande, pas de la ville de Gaza, de les sortir complètement et ensuite de les dispatcher, de surtout pas les faire s'installer juste à côté à la frontière, d'en mettre 500 000 au Canada, ça a été discuté, même au Congo, enfin des trucs complètement délirants ont été rapportés, qui étaient écrits, c'était pas des rumeurs, c'était un plan précis. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est en train de se réaliser, c'est-à-dire que quand il avait été dit par le Likoud que l'évacuation vers Rafah était juste temporaire, et était juste pour protéger bien sûr les civils, beaucoup avaient dit non, c'est la première moitié d'un plan qui consiste à vider comme un tube de dentifrice la bande de Gaza. Et c'est en train de se réaliser maintenant. Mais la bonne nouvelle même au sein du point de vue israélien de ce conflit, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues qui sont contre ce plan. Simplement, il y en a qui sont mobilisés, ils sont obligés, sous peine d'être accusés de trahison, de faire ce qu'on leur dit. Et puis évidemment, il y a toujours cette prise d'otage de l'opinion israélienne de dire « mais regardez, vous êtes pour la barbarie, si vous êtes israélien et que vous êtes contre l'évacuation de Rafah, c'est que vous êtes un traître, etc. » Mais là, aujourd'hui, au même moment où l'armée israélienne rentre à Rafah, on a des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues qui réclament la démission de Netanyahou. Alors que normalement, le cabinet de guerre, les situations de conflit, en particulier pour le Likoud, c'est toujours des états de grâce. C'est des moments où personne les critique. Par exemple, Haaretz avait dit que Ariel Sharon... Haaretz, alors, journal de gauche, voire d'extrême gauche, selon comment on voit les choses, en Israël, mais qui était extrêmement critique de Netanyahou. Quand je dis extrêmement critique, au début, après le 7 octobre, il faisait jusqu'à 3 articles par jour contre Netanyahou. 3 par jour, pendant des semaines. Donc ils sont profondément critiques du Likoud, en effet. Et eux sont beaucoup plus, comment dire... Très lus.
Oui, très lu, extrêmement lu. C'est vraiment la référence de la gauche israélienne. Alors certes, beaucoup d'Israéliens disent oui, mais c'est l'extrême gauche. Faut savoir que le patron de Libération est un ancien d'Haaretz, mais Dov Alfon. Oui, c'est un ancien même du Mossad, Dov Alfon, pour la petite histoire. C'est officiel, c'est complètement acté. Mais quand il est à l'extérieur, il a pas du tout la ligne éditoriale d'Haaretz. Pas du tout. Libération en France. Libération en France. Parce que la ligne éditoriale d'Haaretz, elle ne peut exister qu'en Israël, en fait. À l'extérieur, il y a cette espèce, surtout pour la diaspora israélienne, cette espèce d'union sacrée, et puis aussi parfois ce complexe d'infériorité, de se dire « moi je suis pas au pays, je suis un planqué », etc. Donc ils sont quasiment tous dans la surenchère à l'extérieur. Mais en Israël, les voix qui critiquent Netanyahou sont colossales. C'est intéressant, Idriss, pardon de vous interrompre un instant, mais une petite parenthèse avec la presse française dont on a beaucoup parlé sur d'autres sujets. Vous pensez qu'il y a un parti pris dans ces... Il y a, de toute façon, il y a de l'influence. Et puis il y a le problème. Moi, j'appelle ça, dans mes travaux, j'appelle ça la PPP, la petite pensée parisienne. Tout le monde pense pareil. Tu vois. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où on a une pensée unique qui s'installe. On l'avait vu sur l'Ukraine. Et cette pensée unique, ensuite, elle est redistillée. Donc, on a ce phénomène-là. C'est-à-dire que c'est devenu quasiment impossible d'avoir une diversité d'opinions sur certains sujets. On l'avait déjà vu pour la guerre en Irak, en 2003. C'était extrêmement dur en 2003 d'avoir une voix qui disait non, Saddam Hussein n'a pas d'armes de destruction massive, ce qui était vrai en l'occurrence, et non, la guerre n'est pas la solution pour l'Irak, ce dont on voit aujourd'hui 20 ans plus tard que c'était vrai. C'était quasi impossible. Il y avait du terrorisme intellectuel, en effet, il y avait des personnes qui attaquaient les porteurs d'opinions contradictoires, De Villepin avait été attaqué. En fait, sur ces grands sujets, la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. Villepin qui est d'ailleurs très critique justement sur Israël. Hein. Oui, parce que lui, il voit les conséquences. Lui, il est diplomate vraiment de carrière, il a vu les conséquences, il sait très bien où mène la politique de Netanyahou. Et d'ailleurs, en France, il est critiqué, mais il y a plein d'Israéliens en Israël qui repostent ces vidéos. C'est ça aussi le paradoxe, qui disent mais ce type a raison. Parce que Netanyahou est en train de nous faire détester, nous les Israéliens, et donc, évidemment, ce n'est pas la bonne stratégie. Et puis surtout, il faut être très clair, la majorité des Israéliens n'étaient pas du tout au courant de ce que voulait faire le Likoud. Le Likoud les a mis devant le fait accompli, dans une situation où vous êtes avec nous ou contre nous, et il s'était dit, le Likoud en général, et Netanyahou en particulier, le temps que l'opinion israélienne se rende compte de ce que je leur ai vendu, ce sera trop tard. Et c'est la situation actuelle. Est-ce que vous comprenez le rejet de la part justement du gouvernement de Netanyahou de la proposition de cesser le feu, justement, qui avait été pourtant avalisée par le Hamas? Oui, c'est la fuite en avant. C'est vraiment la fuite en avant. Là, Netanyahou peut plus rien faire. C'est la victoire ou la mort, la victoire de son agenda, bien sûr. Et un cessez-le-feu, c'est pas du tout dans son agenda. Pas du tout. Mais il faut savoir qu'il y a des familles israéliennes qui ont pénétré de force la Knesset, qui sont rentrées pour engueuler les députés israéliens, en leur disant « vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas à cœur nos intérêts », et encore une fois en disant « nos intérêts, nous, Israéliens », et ils sont venus critiquer vertement le Likoud et les élus de la Knesset. Donc là, aujourd'hui, Netanyahou, d'ailleurs c'est son entourage qui le rapporte, est extraordinairement stressé. D'abord parce qu'il y a la Cour pénale internationale qui s'intéresse à son cas, qui veut émettre des mandats d'arrêt. Beaucoup de médias ont dit contre lui, oui, mais aussi contre des gens du Hamas. La CPI a voulu montrer qu'elle était neutre. Elle a émis la possibilité de faire passer des mandats d'arrêt internationaux. Alors je rappelle, si des mandats d'arrêt internationaux passent, un pays signataire est forcé et légalement obligé d'arrêter Netanyahou s'il se trouve sur son sol. Donc si Netanyahou, malgré son immunité diplomatique, de chef d'État, etc., s'il se retrouve en transit même, dans un aéroport d'un pays signataire des conventions qui régissent la CPI, ce pays est dans l'obligation légale de l'arrêter. Ouais. Donc Netanyahou est aux abois et c'est son entourage. Il pourrait plus voyager, quoi. Bah oui, voilà. Enfin, sauf les États-Unis sont pas signataires, mais bon, il y a des pays où il pourrait voyager, mais ça quand même réduirait sa marge de manœuvre. Que cherche Israël en entrant dans Rafah, justement, d'après vous? Alors, Israël, en général, cherche plus rien en particulier. Là, c'est Netanyahou qui contrôle la situation. Mais ils sont pas en train quand même de montrer qu'ils peuvent peut-être éradiquer le Hamas, là? On ne peut pas éradiquer le Hamas. C'est certainement pas Israël. Le Hamas, c'est une idée, c'est un programme, c'est une organisation qui est en plus sur le plan purement structurel. Si on enlève le côté agenda et l'aspect politique du Hamas, si on regarde comment il fonctionne, c'est un système de contrebande. Par la force des choses. Et un système de contrebande, on peut le comparer sans jugement, c'est pas un jugement politique ce que je vais dire, mais au mode de fonctionnement par exemple d'un cartel. C'est-à-dire que c'est un réseau très distribué qui est présent au Mexique, qui est présent en Argentine, qui est présent au Brésil. C'est inéradicable, si tant est que ce mot existe. Donc c'est complètement faux de dire on va éradiquer le Hamas, parce que ça,
C'est pas possible. Et d'autant plus que Netanyahou avait dit, et là aussi c'est Haaretz qui l'a rapporté, mais c'est devant témoins, Netanyahou avait dit dans une conférence, tous ceux qui veulent s'opposer à la solution à deux États, tous ceux qui veulent empêcher la solution à deux États, devraient, avec moi, soutenir le Hamas, parce que c'est la meilleure façon de décrédibiliser la solution à deux États. Or, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et c'est une défaite colossale pour Netanyahou, ce qui fait que même sa base politique en Israël, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas la solution à deux États, est en train de se retourner contre lui. La Chine a organisé une rencontre entre le Hamas et le Fatah. C'est une catastrophe, ça, diplomatique pour Netanyahou. La Chine a fait se rencontrer le Hamas et le Fatah donc en Chine, alors que les deux courants se détestent et s'entretuent. Et la Chine est en train de les réconcilier. Donc c'est une situation très très mauvaise pour Netanyahou. Et puis d'ailleurs, pour conclure, aux Nations Unies, la Palestine est en train de poser ses pions pour être reconnue comme un État. Bien sûr, les États-Unis s'y opposent, mais elle est en phase d'être reconnue comme territoire souverain. Ça aussi, c'est une énorme défaite pour Netanyahou. Et justement, cette réponse d'ampleur qui est menée par Israël depuis le 7 octobre, pour beaucoup, elle fait fi de ses principaux partenaires et alliés. Est-ce que vous attendiez à ça, qu'il fasse fi de la position de ses partenaires, de ses alliés? Ça, c'est la doctrine du chien enragé qui avait été théorisée par Moshe Dayan, le général Dayan, qui était nominalement à gauche. Bon, c'est toujours assez rigolo de voir ça. C'était quand même plutôt un faucon. Mais Dayan avait dit Israël doit être comme un chien enragé, trop dangereux pour qu'on l'attaque. Donc c'est toujours la réponse disproportionnée, jamais de réponse proportionnée dans la doctrine israélienne, pour tout un tas de raisons. Donc oui, on s'attendait, d'ailleurs 60 000 morts parmi les civils, alors qu'il n'y en a eu que 10 000 en Ukraine, pour donner quand même un ordre d'idée. Je me souviens de cette joute entre justement Villepin et BHL, c'était sur le plateau de Léa Salamé, où on parlait du droit international, et l'autre avait l'air plutôt de dire qu'il fallait en faire fi. Voilà. De toute façon, BHL n'est pas du tout compétent en matière de droit international, de Villepin si. Donc quand un des deux parle de droit international, on sait lequel écouter. Et c'est certainement pas celui qui met des chemises Charvet à 1 000 €. Donc, fondamentalement, il faut bien comprendre que le droit international n'engage que ceux qui veulent le respecter ou qui sont dans une situation où ils n'ont pas le choix que de le respecter. Mais pour l'instant, les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'on a au minimum 60 000 civils morts à Gaza, alors que tout le conflit ukrainien en 2 ans, c'est 10 000. 11 000 ou 10 000. Ça dit quoi, en tout cas, cette situation aujourd'hui, de la situation, on va dire, de l'armée israélienne, de la puissance de l'armée israélienne? Est-ce qu'on peut encore dire qu'il s'agit d'une des meilleures armées du monde, à l'heure où nous parlons? Parce qu'à une époque, c'est quand même la réputation qu'avait cette armée, quand même. Non, d'être pas du monde, du Moyen-Orient. Pardon, en tout cas, l'une qui était en pointe à un niveau incroyable au niveau de l'Occident. On mettait souvent en avant... ça, c'est dans les années 60, à la limite, etc. C'était déjà tombé, selon vous? Mais oui, parce que, en fait, en 2006, il y a une défaite majeure d'Israël au Liban, par le Hezbollah, justement. Et technologiquement, en tout cas parlant. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, et d'ailleurs, c'est normal parce que Israël fait une stratégie qui est pour le coup une stratégie que j'ai recommandée dans mes travaux pour à peu près tous les pays, recycle dans le monde civil son complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que Israël fait de la recherche militaire, évidemment tous azimuts, optique, cybersécurité, intelligence artificielle. D'ailleurs, dernièrement, donc un média israélien a révélé qu'ils utilisaient de façon illégale au regard du droit international une IA pour cibler des cibles palestiniennes. Un système qui s'appelle Lavender, qui est donc une IA qui met en quelque sorte des codes couleurs sur des cibles et qui peut décider d'une frappe de façon autonome. C'est ça qui est illégal en fait. C'est immoral et illégal, mais ça va arriver. On sait tous que les IA armées et les IA qui seraient capables de tuer quelqu'un sans qu'un humain vérifie, on sait que c'est inévitable. Malheureusement. Il y a déjà les drones, enfin moi j'avais vu ce drone qui courait autour d'un militaire. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est en cours de développement à l'échelle internationale, mais c'est quand même très bien qu'on fasse des lois contre. Même si elles vont être violées, c'est quand même bien qu'on fixe des bases légales pour bien rappeler que c'est illégal. Mais donc, Israël fait beaucoup de recherches dans le monde militaire en effet, et les recycle dans le monde civil ensuite, pour avoir ses exports, pour pouvoir évidemment soutenir le shekel. Lequel shekel est attaqué en ce moment. D'ailleurs, je fais une précision là-dessus parce que beaucoup de gens pensent que quand une monnaie est attaquée, elle s'effondre tout de suite. Et que si une monnaie ne s'effondre pas, ça veut dire, en toute logique, qu'elle n'est pas attaquée. Alors qu'en fait, pas du tout. L'effondrement d'une monnaie, c'est l'aboutissement d'une stratégie d'attaque de guerre économique. Pour l'instant, le shekel est très attaqué et sous pression. Donc le shekel, on rappelle. La monnaie israélienne, pardon. Donc, notamment avec les Houthis, Ansar Allah au Yémen, qui bloquent le commerce dans le golfe d'Aden à destination d'Israël. Vous trouvez, Idrissa Berkane, qu'ils vont trop loin dans ce conflit Israël? Tout le monde le trouve, même des Israéliens. Puisqu'on le voit aujourd'hui, on a des commentateurs israéliens qui le disent
eux-mêmes. Et pour des raisons parfois qui sont purement froides et pragmatiques, qui disent mais regardez, on va devenir des parias, regardez, à cause de ce que vous avez fait, nous sommes aujourd'hui au tribunal, à la Cour de justice internationale, avec une enquête pour génocide, c'est pas rien. Enfin, Donc, ils invoquaient quand même le droit à la légitime défense oui, aussi, mais après le 7 ils l'ont octobre. invoqué devant cette cour, qui n'a pas du tout été impressionnée par leurs arguments. C'est ça le fait. C'est-à-dire qu'ils ont apporté, en effet, il y avait des avocats pas mauvais dans le camp israélien à la Cour internationale de justice, et la Cour internationale de justice a estimé que leurs arguments n'étaient absolument pas recevables et que ce n'était pas du droit à la légitime défense qui était dans cette situation, en utilisant notamment des déclarations qui avaient été faites par plusieurs commentateurs ou parfois par des fonctionnaires, c'est ça qui est plus grave. L'avocat de l'Afrique du Sud, qui a porté le cas à la Cour de justice internationale, a fait valoir ces déclarations d'Israéliens en uniforme, et ça c'était très grave. Donc en effet, cet argument, au regard du droit, n'a pas pesé. Vous pensez que la France devrait insister plus auprès d'Israël pour prêter une plus grande attention aux civils justement massacrés à Gaza? Je crois que c'est en train d'être un peu le cas. Mais l'influence de la France au Proche-Orient, est-ce qu'on peut dire que la France en est encore une? En effet, c'est vraiment la bonne question à poser parce que la France n'est plus écoutée au Proche-Orient. Alors, beaucoup de gens pensent que ça remonte à Sarkozy, puisque on avait en fait une fin de la fameuse politique arabe. Alors, je vous replace un peu le contexte. La légendaire visite de Jacques Chirac en Israël avec son coup de gueule, voulez-vous que je retourne dans mon avion, etc. Il a même eu une avenue Jacques Chirac à Gaza. C'est une folie, il y avait une avenue Jacques Chirac. Alors Jacques était écrit CK, Jack, hein, Jacques Chirac. Et donc à cette époque, la France avait encore une politique arabe, puis surtout évidemment, le nom de Jacques Chirac à la guerre en Irak avait muni la France d'un prestige colossal au Moyen-Orient, et pas que, dans les pays non alignés en général, le Brésil, etc. Et puis, Sarkozy avait été honnête, il avait dit, enfin honnête dans son agenda, le jogging avec un t-shirt NYPD, il avait dit qu'il serait pro-américain. Et il l'a été. Pour le coup, on peut pas dire qu'il ait menti. Aux élections, il avait dit qu'il serait pro-américain et qu'il était pro-guerre en Irak. Il l'a été. À partir de ce moment-là, la politique étrangère de la France a été tellement alignée sur Washington, et tellement, en termes de lisibilité, tellement illisible, ou plutôt inexistante, transparente, parce qu'on voyait que la France faisait exactement ce que Washington demandait. Je peux vous donner un exemple. Foreign Affairs, qui est la voix du Pentagone, qui est un grand magazine de relations internationales, qui est connu pour donner les opinions du Pentagone avant qu'elles ne paraissent dans la presse. Foreign Affairs avait fait un grand titre qui était « L'Europe, mais pas l'OTAN, doit envoyer des troupes en Ukraine ». Eh ben, quelques semaines après, Macron disait la même chose. Quelques semaines après. Et pas que Macron, la Finlande, la Suède, etc. Mais quelques semaines après, Macron disait exactement la même chose, c'est-à-dire c'est pas l'OTAN, c'est à l'Europe de le faire. Alors Macron ensuite faisait un tour de conférence en Europe où il disait nous devons mettre en place une défense européenne, mais ça sera pas l'OTAN et ce seront des troupes européennes qui iront se battre en Ukraine. Donc à partir du moment où on peut voir aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, on voit, c'est facile de faire le lien entre ces événements. On voit d'un côté cet article de Foreign Affairs qui dit voilà ce qu'on doit faire et Macron qui dit la même chose. La position de la France en tant que puissance indépendante n'existe plus. Il y a un débat sur le terme génocide. Est-ce que d'après vous, le terme il est adéquat pour qualifier ce que fait Israël en ce moment à Gaza? C'est pas à moi de le dire, c'est à la Cour internationale de justice. Non mais vous personnellement... Oui. Ah mais non mais vraiment, c'est le droit qui le détermine ça. Et la Cour internationale de justice répond clairement oui, point barre. Je suis pas plus compétent qu'elle pour dire oui ou non. Maintenant, elle a les textes de loi qui régissent la définition de ce terme, les conventions, et elle dit oui, aujourd'hui, il existe un risque tout à fait réel, et il existe surtout des intentions. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur les arguments de l'avocat sud-africain, où j'ai fait valoir les deux camps, j'ai vraiment tout fait pour montrer l'opinion des deux camps, dire voilà ce qu'a présenté Israël, voilà ce qu'a présenté l'Afrique du Sud. Les preuves que l'Afrique du Sud a amenées sont accablantes, c'est un fait, parce qu'elle amène par exemple... alors un type en uniforme qui a 90 ans, ok. Mais il est en uniforme, le type. Il a fait des déclarations, mais abominables, que je vais même pas reprendre. Alors, en gros, il a dit tuer les tous, hommes, femmes, enfants. Voilà. Il y a eu des dérapages, c'est plus des dérapages, là. Donc, la Cour internationale de justice, c'est ça qu'elle a fait valoir. Elle a dit, mais regardez. Alors, pourquoi Israël est si imperméable à la critique internationale, d'après vous? Ils ne sont pas, en fait, imperméables à la critique du tout. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 15 000 personnes dans les rues pour dire à Netanyahou de démissionner. Parce qu'ils ne le sentent pas, en réalité. Certes, Israël, de par sa géopolitique, qui est un État tout petit, on peut traverser le pays en 1 heure, quoi, a besoin de relais d'influence à l'étranger. C'est un peu comme Singapour. Que Singapour, par exemple, leur politique de défense dans les années 70-80, c'était on tient 24 heures le temps que les Américains arrivent.
Bon. Israël, c'est différent, ils ont la bombe atomique. Donc si jamais on nous envahit, on fera tout péter, et ça s'appelle l'option Samson, donc je meurs avec les Philistins. Samson qui fait s'effondrer les colonnes du temple à Gaza, où il se trouve déjà à l'époque, on est avec les Philistins à Gaza, il dit on va tout faire s'effondrer, c'est ça l'option Samson pour l'arme atomique israélienne, et c'est une doctrine qui est pas tout à fait officielle, mais qui a été diffusée. Mais l'approche israélienne, c'est en effet... On ne peut pas se permettre de perdre une guerre. D'ailleurs, c'est une doctrine officielle. Israël ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre. C'est exact. Et donc, il faut des relais d'influence à l'étranger. La diplomatie est cruciale. Quand on est un petit pays, on a besoin de relais diplomatiques. Et Israël, en effet, est l'État le plus puissant au monde à ce jeu-là. Jean-Luc Mélenchon dénonçait à une époque le fameux rayon paralysant de l'antisémitisme, quand on faisait une critique sur ce que faisait Israël. Vous percevez ce qu'il voulait dire. LFI aujourd'hui, on le voit aussi, est l'objet de toutes les critiques sur ce plan-là, voilà, accusé d'antisémitisme. Oui, je crois que c'est avec cette députée, je crois, je me tiens plus assez au courant de la politique française, Rima Hassan, ouais. Rima Hassan, voilà. En fait, il y a même des juifs qui ont été accusés d'antisémitisme dernièrement. Donc, pour leur critique du Likoud, précisément. Ils ont été accusés, donc des juifs accusés d'antisémitisme, très bien, d'accord. Je sais pas ce que ça. Enfin, moi, je suis mathématicien, j'ai du mal à comprendre la logique du truc, quoi. Est-ce que ça veut dire que le type va se suicider ou quoi? Si. Bon, alors après, il y a un autre terme, c'est self-hating Jew, donc les juifs qui se détestent eux-mêmes. Sous-entendu, si vous critiquez le Likoud, c'est de la politique. Vous vous détestez vous-même, c'est de la psychiatrie. Bon, tout ça, on sait que c'est de la rhétorique, bien entendu, mais dans cette période-là, en réalité, Israël a perdu la guerre médiatique et le sait. Et Netanyahou est considéré comme la cause de cela. Il est aujourd'hui dans les médias israéliens, il est clairement, même de centre. Je prends pas que Haaretz, je peux prendre le Jérusalem Post, que là je suis beaucoup les médias israéliens justement, et le Jérusalem Post ou donc pas que Haaretz, ou voilà l'autre c'est 972 magazine, un truc comme ça, c'est un journal citoyen qui a été monté par d'anciens militaires, pas de réservistes de carrière, qui critique aussi vertement le Likoud et qui a révélé l'affaire Lavender, donc l'IA qui cible les Palestiniens à Gaza. Donc Israël reconnaît aujourd'hui avoir perdu la guerre médiatique, et donc après voilà des têtes vont tomber, quoi. Qui détient d'après vous la clé de ce conflit aujourd'hui? Beaucoup diraient que c'est Israël. Beaucoup diraient que c'est Israël, parce que la Chine, malgré toute sa puissance, bon, elle a officiellement... Donald Trump, s'il est réélu, là, aux États-Unis, ça ne va pas être de ce côté, non? Alors, Donald Trump, c'est très compliqué. C'est une bonne question parce que pour l'Ukraine, c'était sûr que Donald Trump pouvait tout arrêter. Oui. Et qu'il l'aurait fait. Il l'avait annoncé. Et qu'il le peut encore aujourd'hui, parce que... S'il est élu, oui. Oui, s'il est élu, Donald Trump, en une semaine, peut arrêter le conflit ukrainien. Oui. Et ça, vraiment, j'ai pas le moindre doute là-dessus. Maintenant, Donald Trump, son assise politique, elle est conservatrice, comme on le sait, de droite, avec beaucoup d'évangélistes sionistes aux États-Unis, qui forment une assise très solide à Trump. Et son beau-fils, Jared Kushner, est pro-Likoud. Il est juif, je crois pas qu'il ait la double nationalité, je pourrais vérifier, mais il est pro-Likoud en tout cas. Et Jared Kushner a dit dans une conférence lunaire à Harvard, il faut qu'Israël développe ce magnifique lot immobilier qu'est Gaza. Donc là, on peut pas, c'est pas possible de résoudre le conflit en ayant des phrases pareilles. Donc Trump, c'est compliqué. Lui-même, là je parle de son beau-fils, évidemment, c'est pas son beau-fils qui fait la politique, mais son assise politique lui donne très peu de marge de manœuvre. Autant son assise politique est complètement unanime pour arrêter le conflit en Ukraine et arrêter l'afflux d'armes vers l'Ukraine, autant l'assise politique de Trump pour le conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'en effet, les États-Unis pourraient couper les approvisionnements en armes demain et ça gèlerait le conflit. C'est exact. Mais il n'y a aucun politicien qui en a les capacités aujourd'hui aux États-Unis. On revient à la France, la politique pro-arabe de la France. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Réponse, rien. Rien. Et c'était pas une politique pro-arabe, en plus. C'est ça, souvent on la caricaturait comme politique pro-arabe. En fait, c'était une politique arabe. C'est-à-dire, la France considère que le monde arabe est un sujet d'intérêt particulier pour elle. C'est ça le truc. Une politique arabe, c'est-à-dire que la France, par exemple, l'Allemagne ne déclare pas de politique arabe, pourtant elle en a une, avec la Konrad Adenauer Stiftung, donc la fondation Konrad Adenauer, qui est un pied de l'Allemagne en Tunisie, au Maroc, en Algérie, etc. Et pas que au Maghreb d'ailleurs. Et l'Allemagne a de facto une politique arabe, mais elle ne la déclare pas. Mais la France, par son passé colonial, par aussi le protectorat en Syrie, au Liban, etc., le mandat donc au Liban, en Syrie, la France a, en effet,
des liens particuliers qui la lient au monde arabe, et a toujours considéré que c'était dans son intérêt de tisser ces liens. D'abord avec, pour des raisons pétrolières, bien sûr. Faut se rappeler qu'une des raisons, en effet, pour lesquelles Jacques Chirac était opposé à la guerre en Irak, c'était les contrats, les concessions de Total dans ce pays. Exactement d'ailleurs pour la même raison, Berlusconi, qui était totalement pro-américain et totalement pro-guerre en Irak, parce que lui, il y gagnait, d'abord avec la Finmeccanica à l'époque, qui s'appelle Leonardo aujourd'hui, le complexe militaro-industriel italien, il gagnait des contrats et il a gagné des concessions pour l'Ente Nazionale Hidrocarburi, il a le chien à 8 pattes, Agip, pour le pétrole italien. Mais en Libye, là, il avait déjà des concessions. Quand Barack Obama a voulu détruire la Libye, avec Clinton, Hillary, eh bien là, Berlusconi s'y était opposé. Incidemment, toutes les affaires sur lui étaient ressorties à cette époque. Bunga Bunga, etc. Et ressorties très peu de temps après que Berlusconi s'oppose à la guerre en Libye. La question de l'importation en France de ce conflit, justement, entre Israël et la Palestine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est réel? C'est-à-dire que on se dit, il y a des gens qui le font de façon délibérée. Bon, oui, il y a des groupes d'influence. Bah, ça, évidemment, c'est pas que du côté palestinien. Mais c'est inévitable à l'ère TikTok aujourd'hui. C'est complètement impossible ce qui se passe. Et on le sait aux Nations Unies. Ce qui se passe dans toutes les facs, là, à Sciences Po et dans aux États-Unis aussi, Columbia. Et j'ai suivi le cas américain. Vous en pensez quoi, vous? Bah, je vois que c'est inévitable. On peut pas casser le thermomètre. On peut pas se dire, regardez, par exemple à Columbia, vous avez des Juifs qui ont rejoint des manifestations pro-palestiniennes. Columbia, New York, qui est la plus grosse diaspora juive au monde. Bon, vous avez des étudiants juifs qui ont rejoint des manifestations pour la solution à deux États à Columbia. C'est inévitable. On va pas les appeler antisémites, ils sont juifs. C'est inévitable, ça. C'est quelque chose. Et en fait, ces approches par mots-clés ou parfois même terrorisme intellectuel, sont des approches dépassées. Elles ne reflètent pas la réalité de la situation, qui est que les réseaux sociaux aujourd'hui vont beaucoup plus vite et que, comme disait le Hall of Nations, dans le Hall of Nations des Nations Unies à New York, il y a une phrase de Saadi, le grand poète soufi, des vers de Saadi, qui disent « Les êtres humains font partie d'un tout, ils sont créés d'une seule essence et d'une seule âme, et si l'un d'entre eux souffre, tous ils souffriront. » Donc, l'idée, c'est que ce monde aujourd'hui est un seul corps, et que si, c'est comme pour une rage de dents, si on a à peine 10 grammes de chair qui sont infectés, on peut plus rien faire de la journée. Bon, une rage de dents, c'est rien en termes de masse corporelle. Le conflit israélo-palestinien, on peut dire, mais c'est rien, c'est 10 grammes de chair dans la géopolitique mondiale. Alors pourquoi ces 10 grammes de chair feraient souffrir toute la politique mondiale? En gros, c'est ça l'idée, importé, pas importé, campus, pas campus, manifestation. Pourquoi 10 grammes de chair purulente au Moyen-Orient donnerait de la fièvre au monde entier? Parce qu'aujourd'hui, les relations internationales sont un seul corps. Et une rage de dents, les dents de sagesse qui sont purulentes, ça vous donne 40 de fièvre et ça fait que vous pouvez pas travailler. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est complètement inévitable. C'est intéressant l'image que vous venez de citer là sur l'image purulente, parce qu'il y avait Pierre-Yves Rougeron il y a quelques mois sur cette même banquette qui disait exactement un petit peu ce que vous dites, mais il rajoutait c'est pas notre guerre. Oui, il disait c'est un pot de pu et faut pas s'en occuper. Parce qu'en fait le truc c'est que là il parle en théorie des jeux. Il y a très peu à gagner. En théorie des jeux, il faut regarder quand on entre dans un... C'est quoi la théorie des jeux? Donc, c'est une théorie mathématique qui essaie de codifier ce qu'on peut gagner ou perdre en prenant telle ou telle décision. On a plus à perdre. Voilà. Franchement, oui, le scénario, c'est qu'il faut se rappeler. Moi, je me rappelle ce que disaient aussi même les guignols de l'info, qui étaient des analystes assez incisifs du conflit israélo-palestinien. Ils disaient c'était Bruno Gassio ici. Oui, Bruno Gassio qui est excellent et qui avait tout compris. Il en a écrit plein de sketchs là-dessus. Et c'est un des sketchs qu'il a écrit où il joue, c'est Denis Chalandier et son caméraman là de e-télévision. Et le caméraman, dont j'ai oublié le nom, dit mais attends Denis, il y a des quarts de prix Nobel qui viennent au Moyen-Orient depuis des décennies et qui n'ont pas résolu le conflit, et toi, tu vas le résoudre. Voilà. Et c'est vrai, c'est ça le problème, c'est que c'est un conflit que personne n'a réussi à résoudre, et dont on sait que s'y investir, la probabilité d'échouer est la plus grande. Parce que c'est comme en mathématiques, dire allez, je vais tenter de résoudre l'hypothèse de Riemann, c'est un des problèmes les plus difficiles au monde. On a même des mathématiciens comme Terence Tao, un des plus grands matheux du monde, qui veulent pas y toucher. Donc, parce qu'ils se disent, si personne n'a réussi à y toucher, je ne vais pas y réussir moi. Bon, le conflit israélo-palestinien, c'est l'hypothèse de Riemann sous stéroïdes. Personne, c'est Excalibur, diplomatiquement. Mais les BRICS pensent qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est Excalibur diplomatiquement, c'est parce que le pays qui aura réussi à médier une paix au Moyen-Orient va devenir le leader diplomatique du monde, que la Chine est en train de se positionner. Parce que les Chinois se disent, pourquoi pas nous? Donc, ils amènent aujourd'hui le Hamas et le Fatah pour trouver
pour faire un front commun. Ils ont déclaré, ce qui est une défaite diplomatique majeure, j'insiste pour le Likoud, ils ont déclaré que leur position officielle était la solution à deux États. Ils n'avaient pas déclaré ça officiellement avant. Enfin, c'était peut-être dans les années 80, mais depuis, ça faisait au moins 20 ans que la Chine n'avait pas affirmé de façon péremptoire que la solution à deux États était sa politique. Bon, ben, ça fait 1,3 milliard de personnes, la première puissance économique au monde, un partenaire économique d'Israël important, qui dit « nous ne reconnaissons rien d'autre que la solution à deux États ». Ce qui signifie qu'évacuer Gaza, c'est hors de question. Ce qui signifie qu'on prendra le parti de la Cour de justice internationale qui considère que vous êtes des génocidaires en puissance si vous osez évacuer Gaza. Et ça, c'est une défaite majeure pour le Likoud. Donc, peut-être que les BRICS pourraient. Beaucoup se disent ça. Évidemment, les vieux briscards de la diplomatie se diraient attendons de voir. Je vais même citer des opinions de gens qui me portent pas dans leur cœur, mais que je salue. Par exemple, Gérard Haro, qui est sur le conflit israélo-palestinien. Ancien ambassadeur de France à l'ONU. En Israël, à l'ONU, aux États-Unis, à l'ONU et en Israël. Et je partageais pas du tout ses opinions sur l'Ukraine ou sur le Covid ou sur. J'ai pas suivi ses récentes positions. Là, sur, mais là, pour le coup, il a eu une analyse détachée, froide, française. Il a parce qu'il reste quand même l'héritier d'une. Il a connu l'ère Chirac, il a connu une époque où la France avait une voie diplomatique indépendante, et il a eu une analyse diplomatique assez indépendante du conflit israélo-palestinien. Donc des gens comme lui, qui sont des vieux briscards, d'ailleurs il est à la retraite maintenant, ils vont pas croire que la Chine va débarquer et résoudre le conflit. On se dire attendons de voir. Mais étant plus jeune que lui, j'ai tendance à être plus optimiste. Mais on a perdu la main sur l'initiative diplomatique. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et les BRICS peuvent la reprendre, pour simplifier. Alors justement, c'est intéressant, voire amusant. Vous avez cité tout à l'heure les Guignols de l'info, Bruno Gassieux. Justement, bon, cette émission elle est diffusée le dimanche 12 mai. Et alors, je pensais pas qu'on aurait été amené à parler de ça, mais inévitablement, ce conflit, il a une répercussion dans certains médias, et notamment sur France Inter, puisque je sais pas si vous avez suivi cette polémique autour de l'humoriste Guillaume Meurice, voilà, qui a fait une blague sur Netanyahou, et qui sera convoqué, enfin il est convoqué, là ce sera le 16 mai, donc c'est une semaine qui arrive, le 16 mai, donc il est convoqué à un entretien avec la direction de Radio France, de France Inter, en vue peut-être d'un licenciement. Et c'est intéressant parce que dimanche prochain, d'ailleurs je l'annonce officiellement, je suis ravi qu'ils aient accepté, on organisera dimanche prochain un débat entre Franck Tapiro, le publicitaire et l'homme de communication, et l'humoriste, le comte de Boudherbala, justement sur cette question des limites de l'humour. Sur cette note, si j'osais un peu plus légère en parlant d'humour et de liberté d'expression, ça nous amène à parler de cette question de la liberté d'expression et de l'humour. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce que vous pensez que l'humour est en danger en France? Oui, il l'est. On le sait depuis longtemps, ça. Mais c'est pas. Enfin, on voit bien l'évolution de ce qu'on pouvait déclarer dans un sketch dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr. Le précédent, c'était Dieudonné. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est depuis, il y avait. Entre-temps, il n'y a pas eu trop de polémiques de ce niveau. Non, mais c'est parce que, d'une façon générale, et ça, c'est pas qu'en France, les États-Unis le disent clairement. Et il y avait le problème du wokisme, en fait, indépendamment des questions de géopolitique. Mais là, France Inter est presque pris à son piège. C'est absolument incroyable ce qui se passe là. Soyons clairs, la réaction de France Inter est débile, mais elle est 100% politique. Je suis pas fan de Guillaume Meurice personnellement. Il me faisait pas rire, mais moi non plus. Je suis vraiment complètement atterré par la réaction de France Inter, qui est d'ailleurs même politiquement idiote. Parce que déjà, on essaie de la disséquer. Est-ce que c'est on a Adèle Mandin, qui est la directrice, alors c'est fou, la directrice, je le précise, de France Inter, qui ça a été repris sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont une mémoire que beaucoup n'ont pas. Elle disait, oui, la richesse, vous l'avez vu, cette séquence. Bien sûr, je me rappelle. C'est, voilà, d'avoir des humoristes qui bravent le sacré, qui n'ont aucun respect pour le sacré. Puis finalement, il y a des sujets il y a des vaches sacrées, en effet, qu'on pouvait pas critiquer. Et ce qui est fou, c'est que là, il a critiqué Netanyahou, intuitu personné. Mais en fait, il a qualifié de nazi sans prépuce. C'est ça, mais c'est Netanyahou, intuitu personné, qui l'a qualifié. C'était pas Israël en général, c'est pas les Israéliens, c'est Monsieur Benjamin Netanyahou, politicien ultra sulfureux, très controversé, et aujourd'hui dont il se discute de le mettre sous mandat d'arrêt pour génocide, pour crime de guerre, par la Cour pénale internationale qui juge les personnes. Aussi, hein, alors, et en Israël, très corrompu, enfin très controversé. Mais c'est ce que on se disait hors antenne là, juste avant d'attaquer. En fait. Beaucoup de diaspora israélienne, donc à l'extérieur d'Israël, surenchérissent dans le pro-Likoud, alors qu'ils ne voteraient pas Likoud s'ils étaient en Israël. Ils ne voteraient vraiment pas Likoud s'ils étaient en Israël, mais c'est assez intéressant de voir le cas de Dov Alfon, encore une fois, qui est un mec de gauche en Israël, un ancien de chez Haaretz, mais qui, à l'extérieur, peut avoir des positions différentes et un agenda politique différent. Parce que il y a ce complexe d'infériorité de se dire « je suis pas au pays, au front, etc. Je dois soutenir quiconque est au pouvoir ».
Et quiconque est au pouvoir, en l'occurrence, c'est Netanyahou, donc on le soutient. Même intuitu personné, c'est là que je veux dire. Alors que en personne physique, Netanyahou est quelqu'un en Israël qui est fini politiquement. Il est fini. Enfin, il y a vraiment des dizaines de milliers d'Israéliens dans la rue pour le dégager. Et avant le 7 octobre, il était déjà fini. Parce que sa réforme constitutionnelle était considérée comme un coup d'État par les plus grandes autorités. Il y a beaucoup qui disent que c'est un peu une fuite en avant parce que... Mais ça l'est totalement. Donc si on revient maintenant, si on dissèque le cas de France Inter, d'une part, on voit que c'est politique. Ok, ça on a vu, c'est acté. D'autre part, si c'est politique, c'est débile. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Guillaume Mais là, vous pensez que ça va donner quoi alors je le vois déjà ce que ça donne. Les médias internationaux sont en train de défendre Guillaume Meurice. Et France Inter va se retrouver, mais dans une situation catastrophique, où ils vont avoir fait de Meurice un martyr. Et il peut se retrouver même demain dans un média anglophone, pourquoi pas. Enfin, je pense pas qu'il parle particulièrement bien anglais, mais en tout cas, on voit des médias anglophones qui le soutiennent. Et on voit même des alliances. Il a fait 5 millions, ce qu'il a évidemment dénoncé, parce qu'il a été jusqu'à, évidemment, nargué, puisqu'il y avait eu une procédure contre lui suite à cette première blague, on va dire, et la justice, finalement, a classé sans suite le dossier. Donc, Après, on a une autre personne qui a été particulièrement attaquée, c'était Émilie Gomis, l'athlète, la basketteuse française, qui elle a été mise sous sanction disciplinaire. Elle était ambassadrice des JO, etc. Et elle a été particulièrement mise sous pression pour ses positions. Donc on voit donc il y a un deux poids deux mesures, c'est ça que vous dites? En fait, c'est toujours une question de rapport de force politique. C'est-à-dire que on l'a vu par exemple aussi pour Bouba, quand Bouba avait pris des positions et que certains terroristes intellectuels voulaient l'appeler complotiste. Qui est intervenu d'ailleurs dans cette émission qu'on salue. On voit que Bouba avait rapidement, en fait, les terroristes intellectuels ont baissé les yeux face à lui. Parce que ils se sont rendus compte qu'ils pourraient pas gagner. Donc, avec Émilie Gomis, ça a été fait un peu dans une ruelle sombre. Donc, elle a été même convoquée par la police. Pour Meurice, ils voient le nombre de millions de vues que ça fait. Et ils se disent, merde, on a peut-être déconné. Et pour France Inter, c'est ça qui se passe. C'est qu'ils ont vraiment déconné. C'est une erreur de leur part. Si on admet que c'est une réponse 100% politique, ça l'est. Même politiquement, c'est débile. Donc c'est pas ça qu'ils auraient dû faire. Et bon, on va les laisser se débrouiller avec le merdier qu'ils ont créé eux-mêmes, mais c'est un cadeau pour Meurice, ça c'est certain. Et Sophia Aram, qui d'ailleurs a une Molière de meilleur humoriste, bon, ça nous a tous surpris. C'est toujours amusant de voir comment l'État décide qui a le droit de faire rire ou pas. Un entre-soi. Ce qui est drôle, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. La petite pensée parisienne. On en revient à ça, la petite pensée parisienne. Tout le monde pense pareil. On s'autocongratule. On dit mes très chers confrères, très chers collègues, etc. Le général Patton disait si tout le monde pense pareil, quelqu'un ne pense pas. Bon, la petite pensée parisienne, c'est une sorte de Windows 95 de la pensée qui circule en circuit fermé entre le Café de Flore, les Deux Magots et avec l'appui de quelques fact-checkers, comme on dit, qui sont écoutés par personne, mais qui ont quand même une influence dont on a surtout vu qu'ils ont intoxiqué. Moi, dernièrement, j'ai fait un sujet sur ma chaîne YouTube sur les désinformations qui ont été bénies par les fact-checkers, soi-disant, pendant la guerre en Ukraine. Par exemple, le fantôme de Kiev. On nous avait parlé d'un pilote, le Ghost of Kiev, qui était un pilote incroyable, sorti de nulle part, une sorte de Batman, qui avait abattu 5 ou 6 avions russes, et il avait disparu, et il revenait le soir. Enfin, c'était un truc délirant. C'était le Marvel Cinematic Universe. Et les fact-checkers avaient béni ça. Et puis depuis, il y a le Guardian et d'autres journaux qui ont dit non, mais c'était faux. Le Ghost of Kiev était une intox, était une désinformation. Ce contre quoi ces gens disent lutter. Mais vous savez, ça me rappelle, pendant la concession française à Shanghai, dans les années 30, le président de la Ligue anti-drogue était le plus gros revendeur de drogue de Shanghai. C'était le président de la Ligue anti-drogue, il était inspecteur de police de la police française dans la concession, qui avait autre chose à faire que de s'occuper du trafic de drogue, et ce qui l'intéressait, c'était les syndicalistes, l'influence, l'espionnage. Et donc, le président de l'organisation de lutte anti-drogue était le plus gros vendeur de drogue de toute la Chine. Les fact-checkers, c'est vraiment ça. Là, on a bien eu Cahuzac. Oui, mais là, vraiment, on voit ça. C'est-à-dire, ces gens qui se disent fact-checkers, quand ils bénissent le Ghost of Kiev, ou l'affaire de Snake Island, si on avait dit que de valeureux Ukrainiens avaient refusé de se rendre sur Snake Island dans la mer Noire, et avaient dit quasiment, messieurs les Russes, tirez les premiers comme à la bataille de Fontenoy. C'était faux. Ça a été repris par plein de journaux, les fact-checkers ont laissé ça passer. C'était complètement faux. Et j'avais vu, moi, j'ai mis dans une documentation d'une conférence que j'ai faite sur l'avenir de la presse, un fact-checking de Reuters, l'autorité, qui dit non, Joe Biden n'a pas serré la main d'un grand sorcier du Ku Klux Klan.
Parce que Joe Biden, son passé politique est très sombre, très sulfureux, très raciste. Il a fait des déclarations en disant « si jamais on laisse rentrer trop de Noirs dans les campus, ça va devenir une jungle sociale ». Non, une jungle raciale, pire que ça, raciale. Déclaration de Joe Biden dans les années 70, hein. Homme de gauche aujourd'hui, soi-disant. Eh bien... Il n'avait pas l'excuse de l'âge, en plus. Non, c'est ça. Eh bien, Joe Biden était pote avec un type du Ku Klux Klan. Reuters fait un article de fact-checking en disant non, il n'était pas pote du grand sorcier du Ku Klux Klan. Je lis l'article, je vois, en fait non, parce que le type n'était pas grand sorcier dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, que tout le monde connaît, à laquelle tout le monde s'intéresse, ça va de soi. Il n'était que cyclope exalté. Je suis bien content de savoir, hein, le public va être content de savoir que non, Joe Biden n'était pas pote avec le grand sorcier du Ku Klux Klan. Le gars à qui il serrait la main et dont il est allé aux funérailles était juste cyclope exalté. Voilà le fact-check. C'est-à-dire que l'abruti moyen qui lit ça, il se dit tout est faux. Biden n'a jamais été proche du Ku Klux Klan. Alors qu'en fait, tout est vrai. C'est juste que le grade n'était pas le bon. Et d'ailleurs, quand ils prétendent fact-checker, je sais même pas qui a écrit grand sorcier plutôt que cyclope exalté. Et il y avait un deuxième cas dramatique. C'était la fameuse affaire de Klaus Schwab, ancien nazi. Le père de Klaus Schwab était un ancien nazi, c'est un fait. Ça, c'est factuel. Or, sur Telegram, il y a un canal un peu bidon qui a fait circuler une photo d'un type qui ressemblait à Klaus Schwab en uniforme nazi, en disant que voilà le père de Klaus Schwab. Cette photo n'était pas la bonne, c'était pas lui, le père de Klaus Schwab, il a jamais porté l'uniforme, il n'était pas militaire, il était industriel. Eh bien, les fact-checkers ont dit, c'est faux, vous voyez, comme cette photo est fausse. Tout est faux. Ça, c'est de la désinformation, parce que la vérité factuelle, c'est que le père de Klaus Schwab était bien un industriel nazi, a été décoré comme usine modèle du Troisième Reich par les services d'Hitler en personne, a employé de la main-d'œuvre concentrationnaire et a fait des lance-flammes pendant la guerre. Ça, c'est le père de Klaus Schwab, pas son grand-père, son père. Donc, ça, c'est factuel. Eh bien, il y a des fact-checkers qui ont blanchi l'info en disant « Non, comme la photo du mec à casquette est fausse, l'usine aussi, c'est faux, les lance-flammes aussi, c'est faux, la main-d'œuvre concentrationnaire, c'est faux, la poignée de main d'Hitler, c'est faux. » Eh ben, ça, c'est de la désinformation. Et je le compare clairement au fait que pendant la concession française dans les années 30 à Shanghai, le patron de la plus grosse organisation de lutte contre la drogue était en fait le patron de la plus grosse organisation de revente de drogue. C'est la même chose. Incroyable. Alors justement, ça dit quoi aussi de cette hypocrisie, parce qu'on parle des fact-checkers, mais d'un côté à se déclarer les champs de la liberté d'expression, et puis être les premiers aussi à appeler la censure aussi. On le voit avec CNews, dès que certaines personnalités de droite leur semblent dépasser les limites, là ils sont les premiers à appeler à ce que les conventions soient pas renouvelées. Non, mais la liberté d'expression est en fait, elle n'est pas à géométrie variable, mais elle est de toute façon. Moi, je suis un structuraliste. Je m'intéresse aux structures. La structure des médias, qui les possède, qui les contrôle, l'entre-soi, etc., rend quasiment impossible l'honnêteté et la liberté d'expression. Puisque au bout d'un moment, vous avez un patron de presse sur lequel vous pouvez faire pression. Alors vous avez des entrepreneurs, c'est la période, et c'est le bon moment, on est au 21e siècle, qui veulent changer la presse. Bien sûr, il y a eu Xavier Azalbert avec François. Vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs maintenant qui veulent créer des nouveaux médias alternatifs. Vous avez reçu Amélie Ismaili, qui est une des meilleures journalistes d'investigation en France, si ce n'est peut-être la meilleure sur les internets en particulier, sur les médias alternatifs, qui a livré des enquêtes vraiment passionnantes sur des réseaux de corruption et qui continue d'ailleurs à enquêter en ce moment. Donc, on voit aujourd'hui le besoin de journalisme citoyen, de médias citoyens, de médias indépendants, sur lesquels on puisse plus difficilement faire pression. Elon Musk, quand même, il a joué un super rôle quand même pour libérer la parole. Et on a essayé de le détruire pour ça. On a essayé de le détruire d'abord. C'est quoi le bilan d'ailleurs de ce rachat? Parce qu'on disait à un moment que X était... Alors c'est quand on dit que compliqué, X était les annonceurs. J'avoue que plus personne n'en parle trop là. C'est bidon. On voit bien. Il y en avait qui avaient des gens qui se prétendaient fact-checkers avaient prétendu faire un no Twitter Day. Et puis ils sont restés. Ils sont tous restés, mais ça a été un flop. Personne n'en a parlé. Alors qu'ils avaient. C'est comme là dernièrement. J'ai appris par quelqu'un que je salue, que vous avez reçu ici, qui est Pierre Jovanovic. J'ai appris que Bruno Le Maire avait vendu moins de 2000 exemplaires de son livre. Ouais, 1700 et quelques, je crois. Malgré la pub géante. Enfin, c'est le type. C'est illégal, hein, ça. Puis je crois qu'il est à côté, il a un petit boulot, je crois qu'il est ministre de l'économie. Accessoirement, il sait pas ce que c'est qu'un hectare, alors je me demande s'il est vraiment ministre de l'économie, mais en tout cas, Nono le rigolo, Nono le dilaté et Nono le renflement brun a vendu moins de 2000 exemplaires de son livre en passant sur tous les plateaux télé, en ayant les meilleurs services de presse, aux frais de la princesse. Je rappelle que si vous faites ça avec votre société, c'est de l'abus de biens sociaux, en toute simplicité. Eh bien, lui, il a fait ça avec... Comme les fact-checkers d'ailleurs, qui sont subventionnés pour la plupart. Qui sont subventionnés, on a vu le scandale du fonds Marianne, on a vu le scandale de la DILCRA, c'est loin d'être fini, etc. Donc, on voit qu'avec tous les moyens publics, Nono le rigolo vend 2000 bouquins. Moins de 2000 bouquins, pardon. Vraiment, Pierre et moi, c'est ce qu'on vend en quelques séances de dédicaces, concrètement.
Et là, le No Twitter Day, c'était pareil. Ils avaient tous les médias ouverts. Et il a fallu qu'ils foirent comme ça en beauté, parce que ces types sont des incompétents. C'est les frères Dalton. Alors, il y a le petit colérique, il y a le grand bête qui pense qu'à bouffer, mais c'est les frères Dalton. Ouais, moi je les trouve, enfin je donne pas de nom, mais je les trouve vraiment stupides. Ah, mais c'est les frères Dalton. Au-delà de l'aspect idéologique, vraiment, ils sont, pour moi, ils paraissent sont cons. Complètement Mais idiots. c'est exact, ils sont stupides. Et ça se voit, ça saute aux yeux. Donc, le No Twitter Day, ça, oublions. Par contre, des gens un peu moins stupides. Thierry Breton. Lui a tout fait pour essayer de flinguer Musk. Il a contribué à grenouiller en Europe. Il ose tout, lui. Hein. Ah oui, il ose tout. Ouais, voilà. Comme disait Audiard, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, il a contribué à faire en sorte que le Cybertruck fût interdit en Europe. Ça fait mal. Ça pique. Donc, le Cybertruck, c'est le grand produit d'Elon Musk. C'est le véhicule le plus précommandé de l'histoire de l'automobile. Aucun véhicule n'a été plus précommandé que ce véhicule-là, le Cybertruck de Tesla. Donc ça, c'est la vache à lait d'Elon Musk. Et il va être interdit en Union européenne. Toute l'Union européenne, d'ailleurs on parlait de liberté d'expression, comme Ursula von der Leyen avait fait interdire les médias russes, qui étaient autorisés au cœur même de la guerre froide. Au cœur de la crise des missiles de Cuba, on pouvait trouver la Pravda dans les kiosques parisiens. Au cœur de l'exercice Able Archer en 83, qui était le plus proche de la guerre mondiale nucléaire de l'histoire devant Cuba, on pouvait trouver la Pravda en Belgique. On peut plus maintenant. La Pravda étant RT, bien sûr. Et Sputnik. Donc déjà, et c'est illégal, je veux dire, elle n'a pas consulté les peuples, c'est antidémocratique. À aucun moment, Ursula von der Leyen a demandé un vote du peuple souverain pour faire interdire RT dans tous les pays de l'Union. Qui respectait parfaitement son cahier des charges. Tout à fait. En plus, qui respectait la charte de Munich. Et puis après, on savait qu'ils étaient pro-russes, il suffisait d'aller se renseigner sur d'autres médias dès qu'on avait une nouvelle dans laquelle les Russes étaient impliqués. Mais donc, pour Twitter, en effet, X n'est pas du tout dans une situation mauvaise. Ils auraient pu faire davantage de profit, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'ils oublient de préciser, c'est que le vrai groupe industriel qui est dans une mauvaise situation, c'est Meta, c'est Facebook, Threads et Instagram. Eux ont perdu 60% de valeur boursière. Et ça, Parce qu'eux pratiquent une censure. Bah oui, parce qu'eux pratiquaient une censure dans le Covid, etc. Et là, aucun des fact-checkers n'est allé dire « Ah, regardez, l'échec de Meta ». Alors que si on déclare de façon subjective que X est en échec, bah alors Meta est en faillite. Si on veut respecter les proportions, si on dit que X, Twitter, est en échec, alors Meta est en faillite. Et évidemment, ces gens-là ne le disent pas. Oui, mais on parlait de la fuite justement des annonceurs, tout ça. Quelques annonceurs, notamment donc Disney, mais voilà, un cas précis. Elon Musk est allé dire au patron de Disney, « fuck you ». Go fuck yourself, précisément. Il faut vraiment respecter la citation historique. En avoir quand même. Il dit ça aux plus gros annonceurs de sa plateforme. Go fuck yourself. Et ensuite, il dit « hello Bob ». Bob Iger, le patron de Disney. Aujourd'hui, Disney enchaîne les flops à cause du wokisme. Parce qu'ils ont quand même voulu faire un Blanche-Neige dont l'actrice principale critiquait l'œuvre originale. Ils se sont dit, c'est une très bonne idée, on va mettre comme Blanche-Neige une actrice qui va dire que Blanche-Neige, c'est de la merde. Parce que littéralement, on la voit, c'est une gamine de 20 ans qui a rien vécu dans sa vie, qui dit, oui, alors le premier Blanche-Neige a été fait en 38 et ça se voit, vous savez, c'est vraiment daté. Ok, mais tu craches pas sur le chef-d'œuvre de Walt Disney, dont il est même dit qu'il avait fait sangloter Hitler, un truc de fou. Hein. Hitler l'a vu, il adorait ce film. Parce que il avait encore un morceau de cœur qui devait traîner quelque part. Il avait été frappé par ce film. Il a raflé un nombre d'Oscars incalculable. C'est un monument du cinéma. Quand on a une petite actrice qui a jamais fait ses preuves, qui lui crache dessus, je sais pas. Imaginez demain un type, un jeune acteur qui arrive et qui dirait. Citizen Kane, bon, ça a été fait dans les années 30, et ça se voit d'ailleurs, hein, parce que bon, le flashback, tout ça, c'est quand même daté comme technique cinématographique. T'es qui au départ? Et donc Disney fait ça. Ils enchaînent. Alors Kathleen Kennedy, dont South Park s'est moqué abondamment, qui a détruit la franchise Star Wars. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les critiques de cinéma américains qui disent Kathleen Kennedy a détruit cette franchise, qui est une franchise que Disney avait achetée pour 4 milliards de dollars. Donc, en un sens, quand Musk dit à Disney « go fuck yourself », c'est pas que lui qui le dit. Et il devient un héros, du coup. Parce que les audiences même de Disney et les flops qu'ils ont fait le démontrent. Là, Blanche-Neige est retardée pour sa sortie à cause du scandale, justement, de cette actrice qui avait craché sur l'œuvre originale. Bon, enfin, l'œuvre cinématographique originale, bien sûr, pas les contes. Eh bien, ça prouve que Musk a raison. Et que son audience lui donne raison. Et d'ailleurs, en termes de fréquentation, X n'a jamais été aussi fréquenté que maintenant.
Comment vous voyez l'avenir Idrissa Berkane? Parce que justement, on a vu justement l'essor du média, enfin Tucker Carlson qui a quitté Fox News. Très bon exemple. Voilà, et qui plus que cartonne. Vous croyez que les médias alternatifs peuvent être la solution malgré tout? Les médias mainstream sont encore là quand même. Oui, mais le Titanic, il est encore là. C'est quelque chose qui est normal. L'Empire romain en plein déclin était encore là. Bon, et il continuait à avoir un nom et une réputation alors qu'il était entre les orgies et le saturnisme en plein déclin. Donc Tucker Carlson, sa victoire, elle est totale. Elle est aussi brutale que totale. C'est-à-dire qu'il se fait virer. On parle même de lui peut-être pour être vice-président de Trump. Absolument. On parle même de lui. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça que je dis que sur Meurice, c'est ce genre de conneries politiques que France Inter est en train de faire. Et en effet, on parlait de la bêtise en général. Ils sont bêtes. Alors soit ils sont structurellement bêtes, soit ils sont individuellement bêtes. Je saurais pas faire la différence pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que structurellement au moins, parce que moi je ne vois que les fruits de la structure, la décision de la bureaucratie, les signatures, les décisions disciplinaires, la décision de la structure est débile. Mais dans le cas de Tucker Carlson, qui le démontre bien, certes lui il est de droite, eh bien il avait été donc écarté par Fox News, sur laquelle il faisait quelques millions de vues, ce qui est très bien. Mais bon, c'est Tucker Carlson. Il arrive sur X, 150 millions de vues. 150. Donc là, déjà, le fuck you est total. Et après, c'est pire que ça. Il fait l'interview de Poutine. Et Fox News lui demande humblement la permission de la rediffuser. Et donc, lui, c'est à peine 3 mois après son éviction. Il a Fox News qui met ces images par courtoisie de Tucker Carlson. Tous les médias ont dit, on fait la capture d'écran, on dit, bah voilà, la victoire de Tucker Carlson en 3 mois. Il se fait virer de Fox News comme un malpropre. 3 mois plus tard, Fox News le supplie de donner quémande le droit de rediffuser des morceaux de son interview qui a été vue par presque 1 milliard de personnes dans le monde. L'interview entière n'a pas été vue par 1 milliard de personnes, mais des morceaux de cette interview ont été vus par 1 milliard de personnes sur Terre, alors qu'il faisait 3 millions de vues sur Fox News. Donc là, on peut pas, c'est la victoire, elle est totale, c'est Austerlitz, là. Et évidemment, beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Alors, c'est intéressant, donc justement, comme transition, c'est facile. Vous parliez de Poutine, l'interview de Tucker Carlson. Donc, il a interviewé Dugin après. Voilà. Et donc, Poutine, ça tombe bien parce que c'était cette semaine, donc, sa fameuse, vous avez vu, son intronisation. Enfin, en tout cas, il a prêté serment une nouvelle fois. Je crois que c'est le 5e mandat, je crois. Enfin, je oui, sais c'est même ça. plus. Voilà. Ou 5e ou 7e, je sais même plus. Mais en tout cas, tant que président, 5e, ouais, mais après, il a été Premier ministre. Voilà, c'est ça 2 fois, mais il peut se maintenir jusqu'en 36, je crois 36, même. Voilà. Ouais. Donc, ça nous amène à parler de la situation en Ukraine, si vous voulez bien. D'abord, quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit, puis d'abord sur la réélection de Poutine, sur Poutine, d'abord, justement. Et on voit que les médias ne nous ont pas informés correctement sur qui était Poutine, quelle était sa popularité. Poutine est objectivement entre 2 et 3 fois plus populaire que Macron dans son propre pays. Alors, vous avez fait des conférences un petit peu en Russie, vous? Oui, bien sûr. Et j'ai vécu en Ukraine aussi. D'où parlez-vous, camarade, comme on dit. Voilà, c'est ça. D'où parlez-vous, camarade, exactement. J'en ai fait moi de tous les côtés de l'OTAN. J'étais même ami. Donc vous êtes apprécié par les Russes? Les Russes, c'est all business. Il n'y a pas d'émotion particulière. Mais j'avais été approché par le dialogue franco-russe. J'ai pas eu l'occasion de donner suite pour l'instant, mais je peux tout à fait y aller. Ça me dérangerait pas du tout. Mais j'avais aussi été l'ami personnel d'un oligarque profondément anti-Poutine qui est mort maintenant. Et j'en parle dans une de mes vidéos. Qui ça? Dan Rapoport. Dan Rapoport qui avait fait des articles sous le pseudonyme de David Juberg, il était juif, en disant analyse du Pentagone. Il n'était pas analyse du Pentagone, il était informateur d'Interpol. Et Dan Rapoport était totalement anti-Poutine. Donc on n'avait pas du tout les mêmes opinions politiques, on se battait souvent là-dessus d'ailleurs, mais quand je vivais à Kiev, on habitait dans le même bâtiment et on bouffait des pizzas ensemble. C'était un type qui était paranoïaque pour de bonnes raisons, il avait toujours un flingue sur lui. Et donc même quand on allait à la pizzeria, il avait son 38 sur lui. Et lui, évidemment, était totalement pro-Poroshenko à l'époque. Et j'ai jamais compris. Je lui demandais, mais comment tu fais pour être ami avec des mecs de Pravi Sector, par exemple, qui sont fondamentalement antisémites? Et eux, ils le sont pour de vrai. Hein. C'est pas, on traite quelqu'un d'antisémite parce qu'il a critiqué la politique étrangère de Netanyahou. Non, là, c'était des vrais gars qui disaient, on veut exterminer tous les juifs, qui le mettaient sur leur charte, qui disaient, nous voulons éliminer le monde de la juiverie internationale. Je dis, comment tu fais pour être avec lui? Mais non, mais c'est rien. C'est comme quand, par exemple, BHL soutenait le bataillon Azov. Le bataillon Azov, faut arrêter. Ils ont vraiment des croix gammées tatouées. Des fact-checkers ont dit non, pas du tout. Si, bien sûr que si. On a les photos. Donc, des mecs qui se tatouent des croix gammées sont pas antisémites. Bon, ok, très bien.
C'est ça aussi le truc du 2 poids 2 mesures. Mais en tout cas, donc j'étais pote avec Dan. Il est mort à Washington dans des circonstances très très troublantes. Défenestré. Là, je vais être très honnête. De 2 balles dans la tête. Alors voilà, défenestré, 100 balles dans la tête, mais la thèse officielle, c'est qu'il s'est suicidé. Ce que je vais être honnête, je n'y crois pas du tout. D'autant qu'il a refermé la fenêtre. Ouais, peut-être, voilà. Bon, et surtout, donc vraiment Dieu ait son âme, et surtout, je ne peux même pas dire si c'est les Russes ou les Américains qui l'ont tué. Ça, c'est un point important. Je saurais même pas dire qui l'a tué. Il avait vendu sa maison à Ivanka Trump, sa maison de Washington, et donc il avait des contacts au plus haut niveau avec la CIA et avec Interpol, dont il était donc informateur, et il a disparu peu de temps avant le début de la guerre en Ukraine. J'ai même chassé avec des mecs d'extrême droite ukrainienne. Donc je connais ces milieux-là, je sais ce qu'ils pensent, et j'ai tiré un sanglier avec eux à la Kalash, avant la guerre. Et pour la petite histoire, la photo de l'âge de la connaissance, de mon livre, a été prise à Tchernihiv, avant la guerre évidemment, avant la guerre, par une photographe de Tchernihiv. Donc je connais très bien l'Ukraine, et je connais les deux parties du conflit. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce conflit ? Voilà. Et je savais que l'Ukraine ne pouvait pas gagner cette guerre. On peut dire que la Russie a gagné cette guerre. Mais elle a déjà gagné. Ça y est, maintenant la seule question, c'est est-ce qu'elle a gagné un peu, beaucoup, passionnément. J'expliquais ça dans une vidéo il y a 2 ans. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'elle va gagner un peu, beaucoup, passionnément. Mais elle a déjà gagné cette guerre. Sinon, Foreign Affairs serait pas en train de dire il faut que les Européens envoient des troupes en Ukraine pour arrêter le massacre. En réalité, et c'est ce que des médias indépendants auraient dû dire, les Américains s'en foutaient des Ukrainiens. Ils s'en foutaient. Alors on a des voix qui sont un peu extrêmes, comme Scott Ritter et le colonel McGregor, qui disent 600 000 soldats tués. On a une voix mieux informée, c'est Alexandre Robert de la chaîne History Legends, que je recommande, qui dit, selon lui, ce chiffre n'est pas correct. Selon lui, c'est 600 000 blessés et tués. Mais ça reste énorme. Ça reste énorme. L'économie du pays qui est ravagée, des territoires qui ont été perdus, c'est des dizaines de fois l'Alsace-Lorraine. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui démontre que les alliés de l'Ukraine s'en foutent de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a perdu son économie, son territoire, sa population, est surendettée et détruite. Et c'est ses amis qui l'ont mis dans cette situation-là, puisque si elle avait respecté les accords de Minsk, les Russes n'auraient pas envahi. Et en plus, si l'Ukraine n'avait pas confiance en la Russie, elle a le droit. Elle a tout à fait le droit de dire « je n'ai pas confiance en vous, je signe les accords de Minsk, mais je demande des casques bleus dans le Donbass ». C'était faisable. On envoyait des casques bleus dans le Donbass et c'était réglé. On ne l'a pas fait. Et maintenant, on va envoyer l'équivalent des casques bleus avec la Légion étrangère à Odessa, en disant c'est un peu comme les casques bleus dans le sens où si les Russes tirent sur la Légion étrangère à Odessa, on entre en guerre avec la France. Les Russes entrent en guerre avec la France. Une entrée en guerre existe. Donc c'est comme des casques bleus. Poutine a dit qu'il allait justement commencer des essais nucléaires, justement. Le risque nucléaire, vous qui avez beaucoup parlé sur cette question, vous pensez qu'il est réel toujours ? Alors, faut être très clair, il n'a jamais été aussi élevé. Depuis au moins l'exercice Able Archer de 1983. Prenons les grands risques de conflits nucléaires mondiaux. Ça remonte un peu loin, quand même. Oui, ça fait en effet, on va partir sur 40 ans, plus de 40 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu Cuba, bien sûr. Donc Cuba aussi, dans les manuels, il faut voir comment c'est présenté. Cuba est une réponse des Russes. Nous, on croit que c'est les méchants Russes qui sont allés, les méchants soviétiques qui sont allés mettre des missiles à Cuba. Non. L'OTAN a mis des missiles en Turquie d'abord. Ça a commencé par là. L'OTAN met des missiles nucléaires en Turquie à 100 km de la frontière russe. 100 km. Les Russes, évidemment, réagissent en mettant des missiles nucléaires à Cuba, qui ont été détectés d'ailleurs parce que par satellite, ils ont vu des terrains de football. Et les Cubains jouent au baseball, pas au football. Et ça a été factuellement un des premiers trucs où ils ont vu que des Russes étaient arrivés sur l'île, c'est qu'il y avait des terrains de football qui étaient en train d'être construits. Et bien sûr, après la crise des missiles de Cuba, l'exercice Able Archer de 83 a été pire, mais beaucoup moins connu, parce que là, les Russes ont pressenti une menace existentielle. C'était un exercice de l'OTAN avec des dizaines de divisions blindées qui pouvaient marcher sur Moscou. Et c'était un exercice, mais bon, un exercice peut se transformer en vraie invasion. Et donc là, les Russes se sont dit il est possible que les Américains nous envahissent. Donc ils étaient en alerte nucléaire maximale. Et en particulier, il y a eu un phénomène incroyable, c'est une tempête solaire, un phénomène d'activité solaire qui a fait que sur les radars russes, les Russes ont cru à un premier tir. Et on est passé à 2 doigts de la guerre nucléaire totale. C'est un colonel qui s'appelait Vassili Arkhipov, ou Petrov, Vladimir Petrov. Il y en a 2. Vassili Arkhipov, c'était pendant la guerre de Cuba, enfin pendant la crise des missiles de Cuba. C'était un sous-marinier qui a refusé d'employer l'arme nucléaire. Et Petrov, c'était donc pendant l'exercice Able Archer.
il voit des missiles sur ses radars, il se dit c'est pas possible, il y en a trop peu. Il faut vraiment avoir un courage, hein, parce que s'il a tort, il se dit non mais si les Américains attaquaient, ce serait pas 3 pauvres missiles qui se battent en duel. Donc je décide de ne pas informer le Kremlin parce que sinon ils vont partir en vrille. Et ça a ruiné sa carrière. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Eh ben depuis 1983, on n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire. Jamais. Et les Russes ont fait déjà des simulations. Parce que la guerre nucléaire, ça se pratique pas sur le tas, évidemment. Donc on fait des simulations, on regarde ce qui se passe, on suppose que telle ville est une cible. Et vous qui êtes un fin connaisseur scientifique, c'est vrai ces comparaisons là quand on voit la durée d'un missile pour atteindre une ville, c'est quoi? C'est quelques minutes, c'est ça? Là, on peut parler en centaines de secondes, donc quelques minutes. Parce que les missiles hypersoniques russes, alors il y a plusieurs vecteurs hypersoniques. Donc tirer depuis le sol russe pour atteindre par exemple Paris, ce serait alors on a des missiles, il y a des missiles russes qui peuvent faire 20 fois la vitesse du son. D'accord? Donc la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres secondes. Donc 10 fois, ça fait 3,4 km secondes. Donc, pour donner que les gens comprennent, vous faites une balade d'1 kilomètre, c'est 15 minutes à pied. D'accord? En voiture, 1 kilomètre, c'est 1 minute. En général, quand on est sur une route de campagne, 60 km/h, 1 kilomètre, c'est 1 minute. Donc vous êtes en voiture, vous voulez aller chercher le pain au village, à la campagne, 1 kilomètre vous prendra 1 minute. Vous êtes ce missile, ok? Bon. 1 kilomètre, 60 km/h, là on a un missile qui fait du 6000 km, du 6000 mètres, pardon, 6000 mètres seconde. 6000 mètres seconde. 6 km. Voilà, 6 km en 1 seconde. Voilà. Un humain, c'est 6 km/h. Voilà. Quand il marche vite, un humain, c'est 6 km/h. Là, ça va 3600 fois plus vite qu'un humain qui marche. Voilà. Donc oui, c'est des armes complètement nouvelles, qui viennent d'ailleurs des travaux d'un chercheur français, on le dira pas assez, c'est Jean-Pierre Petit, qui s'est fait attaquer parce que il parlait des ovnis. Bon, il a le droit, on a le droit de parler ce qu'on veut, bon sang, enfin je veux dire, c'est quand même un comble. Le type est directeur de recherche au CNRS, c'est un chercheur immense, il a un modèle cosmologique majeur dans ce qu'on appelle les modèles bimétriques, enfin c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et il avait travaillé, parce que pour que des missiles aillent à cette vitesse, ils doivent notamment enlever ce qu'on appelle une instabilité électrothermique, qui est un système, enfin le plasma autour va former des schémas en piles d'assiettes qui vont le freiner. Et ça s'appelle les instabilités de Velikov ou les instabilités électrothermiques. Et c'est lui qui a appris à les stabiliser en premier. C'est un des premiers, mais vraiment bien le faire, c'était lui. Et les Russes ont étudié ces travaux. Et les Français ont dit que c'était un allumé qui croyait aux ovnis. Résultat des courses, on commence à peine à faire des lanceurs hypersoniques en France, ça a été annoncé il y a quelques mois, alors que les Russes les ont mis au point pendant 40 ans. Et aujourd'hui, ils ont des missiles nucléaires que personne ne peut arrêter. Et d'ailleurs, même Macron l'a dit. Il a dit il faut qu'on fasse un bouclier antimissile à l'échelle européenne d'ici les années 2030. D'accord, mais c'est maintenant la crise, c'est pas en 2030. Et évidemment, ils pourront pas arrêter tous les missiles. C'est génial. Le problème de la guerre nucléaire, c'est que s'il y en a un seul qui passe, c'est terminé. Donc oui, la situation est très grave. Les médias ne nous ont pas... Il se rappelle que pendant que je parle de ça, les médias de grand chemin français disaient les Russes sont tellement arriérés technologiquement et à cause des légendaires sanctions économiques de Nono le renflement brun qui vend 2000 bouquins, qu'ils en sont à récupérer des puces dans les machines à laver. Ça a été dit... Bon, pardon, je vais tirer sur une ambulance. Sans parler des punaises de lit. Voilà, les punaises de lit, c'était les Russes. Mais ça a été dit par... Bon, c'est pas un vrai journal, c'est Midi Libre ou La Dépêche du Midi. Bon, je vais pas tirer sur une ambulance, c'est pas un vrai journal. Mais en l'occurrence, ça a été dit par des mecs qui se disent journalistes chez Midi Libre et à La Dépêche. Alors, ils ont mis un petit conditionnel quand même. Ils ont mis les Russes en seraient réduits à prendre des puces dans les machines à laver. C'était complètement faux. Il n'y avait pas de source crédible à cette information. Les Russes sont en contact avec les Chinois, qui aujourd'hui sont les premiers vendeurs de puces électroniques au monde. Évidemment qu'il manquait pas de puces. Et il faut se rappeler aussi de Pujadas, qui, sur la télé française, sur le service public, avait ouvert un JT en disant, image du jour, les Russes déboulonnent un vieux char de la Deuxième Guerre mondiale à Mélitopol pour l'envoyer au front. Il avait dit ça, le mec. C'était complètement faux. C'était évidemment pas le cas. Et aujourd'hui, les Russes font parader des chars Abrams qu'ils ont abattus. Les chars Abrams, lesquels se vantaient dans les salons militaires de n'avoir jamais été détruits au combat. Quand les Américains vendaient des Abrams, ils disaient c'est le seul char qui n'a jamais été détruit au combat. Et ben les Russes aujourd'hui en font parader sur la place rouge avec des léopards. Mais à part ça, ils récupèrent des vieux T-70. On m'a dit c'est des T-34, non c'était un T-70 de Mélitopol et pour les envoyer au combat alors que c'est des monuments de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, faut se rendre compte que pendant qu'on nous disait qu'ils récupéraient des puces, ils développaient les meilleures armes hypersoniques au monde.
Et ça, c'est un crime de presse de ne pas informer le public de cette situation. Comment vous avez réagi au propos d'Emmanuel Macron d'envoyer potentiellement des troupes au sol, sur le sol ukrainien, justement? Comme je l'expliquais, dans le contexte, c'était simplement, il suit les ordres de Foreign Affairs. Le Pentagone le dit, quelques semaines plus tard, il le répète. Ce qui démontre qu'il n'est pas chef d'État. Quand un magazine qui est la voix du Pentagone, le Pentagone c'est un ministère, quand un magazine qui est la voix d'un ministère dit quelque chose et que Macron dit littéralement la même chose le lendemain, mais qui dirige qui? Qui fait les fiches à qui? Il est chef d'État, le type. C'est pas censé être quelqu'un qui lit les fiches du Pentagone. Or là, il répète littéralement ce que disait Foreign Affairs. Donc voilà ce que j'en pense. Quelle issue vous voyez à ce conflit? Est-ce que vous pensez que Poutine d'abord va s'arrêter là, parce qu'il y a plein de spéculations aussi? Alors Poutine, un de ses objectifs majeurs, ce serait Odessa. Mais il peut s'arrêter avant. Il peut s'arrêter avant parce que beaucoup de gens disaient, là je vais citer Alexandre Robert que je recommande, donc c'est la chaîne YouTube History Legends. Il est tellement suivi que même les soldats russes sur le front regardent, c'est un truc de fou. C'est un YouTuber qui est plus jeune que moi et il est le mieux documenté sur le sujet. Alexandre Robert et sa chaîne c'est History Legends en anglais. Mais il est venu sur ma chaîne plusieurs fois en français, il est bilingue. Et il a une vidéo où des soldats russes en tenue de combat regardent sa chaîne sur leur téléphone. Et il a des colonels de l'armée américaine qui l'ont appelé pour lui dire où tu chopes tes informations. Ce type anime la chaîne la mieux documentée sur le conflit ukrainien de très loin. C'est même pas une comparaison. Et lui, clairement, disait, bon, pour Odessa, Poutine pourrait envisager de ne pas y aller parce que c'est quand même un gros morceau, c'est une ville. Et depuis Sun Tzu, on sait que les villes, c'est les pièces les plus difficiles à prendre sur un champ de bataille. Et encore aujourd'hui, surtout à une époque où la concentration des forces est difficile, on vit une guerre différente parce que pendant la guerre froide, on disait les chars russes vont être à Brest, c'est des centaines de divisions soviétiques qui vont débarquer. Mais de nos jours, avec les armes de destruction massive et surtout le renseignement par satellite, c'est très difficile de concentrer des forces. Donc c'est pour ça que Poutine parlait d'une opération spéciale au début, parce qu'il avait mobilisé que même pas quelques centaines de milliers de soldats, alors que la Russie peut mobiliser 3 millions de soldats sans aucun problème. Il faut se rappeler aussi que la France, sur le pied de guerre en 39-40, c'était 5 millions. 5 millions. Aujourd'hui, les personnels militaires français, y compris administratifs, c'est 120 000. La France sur le pied de guerre en 40, alors qu'elle avait une population inférieure à aujourd'hui. C'était 44 millions d'habitants en 40. Aujourd'hui, c'est 66. Il y avait 5 millions de soldats. Ça, c'est plus possible aujourd'hui, à cause du satellite, à cause des armes de destruction massive. Donc, dans ce contexte, Poutine aurait peut-être voulu prendre Odessa. Mais pour prendre Odessa, faut 900 000 hommes au total mobilisés, peut-être 1 million sur toute l'Ukraine. Et puis, on disait, oui, Odessa, c'est chiant parce qu'ils tirent la marine russe à Sébastopol. Mais en fait, quand on regarde, parce que là, pareil, les médias en faisaient des gorges chaudes. Quand on regarde, c'était des bateaux à quai. Et c'était des bateaux qui avaient quasiment pas d'intérêt stratégique. Donc, Poutine pourrait arrêter la guerre avant de prendre Odessa. C'est pas quelque chose qui l'empêche de dormir. Vous pensez que l'Occident est en train de creuser sa tombe avec cette guerre en Ukraine? Alors, on le voit. Le Nord Stream. Aujourd'hui, on a on rappelle qui c'était? Donc c'était les Américains, là aussi. Rappelons les terroristes intellectuels qui ont dit pendant des mois que c'était les Russes qui avaient fait péter. Donc, mais à partir du moment où des types ont dit que les Russes en étaient à prendre un vieux char soviétique d'un monument pour l'envoyer au front, qu'ils en étaient à prendre des puces dans les machines à laver, évidemment qu'ils vont dire que c'est eux qui ont fait péter leur propre pipeline. Et ça, c'est un crime de presse aussi, qui démontre à quel point on a besoin d'entrepreneurs d'un nouveau rang qui fassent de la presse libre et citoyenne pour informer le peuple, selon la charte de Munich. Donc, l'Europe s'est suicidée, et on le voit, puisqu'on a même maintenant des usines Porsche qui vont partir aux États-Unis. On avait avant les deux grands concurrents de l'industrie automobile américaine, c'était les Allemands, les Japonais, qui avaient vraiment massacré l'industrie automobile américaine dans les années 70. Et aujourd'hui, le coût de l'énergie est tel, à cause du Nord Stream qui a été détruit par la CIA, que l'Allemagne n'est plus compétitive et va délocaliser des usines aux États-Unis. Le carnage est total. Et c'est pour ça que maintenant, on a Foreign Affairs qui dit « l'Europe doit envoyer des hommes ». Voilà, maintenant qu'on a saigné l'Ukraine, maintenant que BlackRock s'est emparé s'est emparé. Ils les ont perdus du coup, parce que beaucoup de terrains ukrainiens que BlackRock avait pris en échange de l'aide fraternelle des États-Unis, qui est une aide tout à fait désintéressée comme chacun le sait, eh bien ça c'est dans les mains des Russes maintenant. Donc BlackRock a perdu de l'argent sur cette guerre. Et BlackRock aimerait bien se refaire. Alors si demain, d'aventure, la Pologne, la France, l'Allemagne rentraient dans cette guerre et s'endettaient pour ça, BlackRock pourrait récupérer les autoroutes, pourrait récupérer des terrains agricoles, pourrait même récupérer des musées demain.
Je veux dire, des gens l'avaient évoqué, des think tanks avaient lancé cette idée. Ils avaient vu que l'opinion publique était pas pour. Mais bon, on laisse passer 10-20 ans d'austérité, de chômage, etc. Et même vendre la Joconde va devenir possible. C'est quelque chose qui est arrivé par le passé dans certains pays du tiers-monde. Et à mesure que l'Europe se tiers-mondise, parce que les prix de son électricité ont explosé, parce que son chômage a explosé, eh bien, on pourrait même envisager ce genre de conneries. Donc oui, l'Europe est la grande perdante de ce conflit, absolument. André Berkoff, sur ce même canapé orange, il y a quelques mois, me disait que Poutine était le meilleur défenseur des véritables valeurs de l'Occident. Partagez cette analyse? Beaucoup de gens le disent. C'est-à-dire que aujourd'hui, normalement, les valeurs de l'Occident, en effet, c'était la liberté de culte, c'était la famille aussi. Bon, il y avait tous ces aspects-là. Voilà, exactement. Et en fait, mais c'est par exemple, on prend le cas de Disney, dont j'ai parlé du wokisme. Disney a assassiné sa propre base. C'est-à-dire que normalement, l'audience de Disney, c'est quoi? C'est la famille. Bon, quand Disney part sur un agenda woke, il détruit la base même qui le nourrit. D'où les échecs de Disney+, d'où les échecs des dernières productions Disney, etc. Donc là, on a un problème aussi, c'est que normalement, du temps des 30 Glorieuses, l'échelle, le point fondamental, l'atome de la société française, c'était la famille. Et en effet, aujourd'hui, il suffit d'entendre parler des gens comme Xavier Moreau, qui en l'occurrence a beaucoup d'enfants, qui disent, bah oui, je pense que... Il en a combien? Non, qu'on a reçu ici, Xavier Moreau. Voilà, je crois qu'il en a 6 ou 7, dont des adoptés, et je l'ai reçu aussi sur ma chaîne. Et en effet, des gens, mais c'est pas le seul. J'ai parlé à beaucoup de Français de l'étranger qui me disent, je suis beaucoup plus à l'aise pour les valeurs familiales en Russie qu'en France. Avec, en plus, on voit l'agenda scolaire, là aussi, qui avait été annoncé comme une théorie du complot et qui s'est évidemment déroulé, à savoir l'enseignement de la théorie du genre à l'école primaire. Qui détient la clé de ce conflit en Ukraine aujourd'hui? C'est peut-être Trump, justement? Oui, alors clairement, mais ou un Américain qui aurait le courage, ça pourrait être Rand Paul, ça pourrait être même, peut-être même Sanders. D'ailleurs, bon, Sanders, il est un peu cuit, mais puis il est très vieux. Mais Trump ou Sanders, par exemple, pourraient détenir la clé de ce conflit. Sanders aurait plus de chances de détenir la clé du conflit israélo-palestinien. Sachant qu'il est juif en plus, d'ailleurs, donc là aussi, il aurait une présentation qui serait certainement plus difficile à déstabiliser de ce point de vue-là. Et Sanders est tout à fait pour la solution à 2 États. Il l'a dit à plusieurs reprises. Donc j'avais oublié, quand vous m'avez posé cette question, de citer Sanders. Mais bon, Sanders, je lui vois pas d'avenir politique, honnêtement. Il a eu son état de grâce quand Hillary Clinton l'a d'ailleurs battu, mais dans des circonstances assez étranges. Mais je pense pas qu'il puisse persévérer en politique à l'échelle nationale. Quoi qu'il en soit, oui, Trump détient la clé. S'il est élu, il peut arrêter le conflit en 1 semaine. Idriss, on arrive bientôt à la dernière partie de cette émission. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette actualité à venir, des élections européennes. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Vous avez la nationalité française oui, tout aussi? à fait, ouais. Là, je suis officier de réserve de marine, donc en l'occurrence, je suis vraiment français, mais c'est assez marrant parce que j'avais eu un cas d'attaque raciste contre moi. Est-ce que vous avez double nationalité ou pas? Oui, j'ai pris la nationalité aussi algérienne, en effet, mais je l'ai acquise. Je suis pas né avec. Je suis né avec la nationalité française. Et j'avais eu du coup des attaques racistes contre moi en Suisse avec des gens qui avaient écrit Idriss Aberkane apparemment de nationalité française. Donc ça m'avait particulièrement énervé et les responsables de ça sont aujourd'hui dans le viseur d'une plainte extrêmement grave qui est une affaire d'État en Suisse sur laquelle je peux pas m'exprimer davantage pour l'instant, mais qui est vraiment une affaire d'État. J'insiste, c'est pas un terme que je prends à la légère. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez aujourd'hui la double nationalité. Je la prends très au sérieux, c'est ça que je veux dire. Et vous allez voter donc pour ces européennes. Vous savez déjà pour qui? Alors, je dis pas pour qui je vote en général, et ça remonte à longtemps quand j'avais fait un événement. Enfin, vous êtes plutôt tendance souverainiste. Oui, mais il y a des souverainistes de gauche et de droite, donc vraiment on a. Plus beaucoup de gauche, hein, malheureusement. À part Kuzmanovic, ouais. Alors voilà, à part Kuzmanovic, voilà, bon, pour qui j'ai une grande sympathie, et je peux le dire directement. Mais il y a Alexis Poulain, certes il se présente pas, mais c'est un souverainiste de gauche. C'est vrai que, mais moi je suis très content. Florent Philippot qui vient de Chevènement. Oui, qui vient de Chevènement, mais qui est étiqueté à droite aujourd'hui. FN, mais bon. Mais de toute façon, honnêtement, Chevènement, c'est très difficile Chevènement était quand même quelqu'un de droite. C'est pas parce qu'il était chez Mitterrand il y avait pas beaucoup d'aspects de sa politique qui étaient quand même droitiers. Mais bon, c'est toujours très compliqué. Sur cette guerre des souverainistes, enfin en tout cas, ils ont pas réussi à faire l'union. On parlait beaucoup de Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Quel regard vous avez? Dupont-Aignan, je l'aime beaucoup aussi. François Asselineau a toute ma sympathie. Évidemment, je sais qu'ils se tirent beaucoup dans les pattes les uns et les autres. Bon, ça c'est valable dans tous les partis politiques. Il y a qu'à regarder comment les républicains s'étripent, pas en France, aux États-Unis, mais en France aussi. Bon, ça fait partie du jeu, j'ai l'impression, mais en effet, Kuzmanovic a toute ma sympathie pour les européennes. Je pense que c'est une des listes les plus intéressantes, mais celle de François Asselineau est très intéressante aussi.
Et Florent Philippot? Ah oui, bah voilà, aussi, tout à fait. Non, parce que c'est ça que je voilà, dis pas, c'est voilà, un petit mais peu les trois, faut pas en tout oublier que cas, enfin les c'est quatre la avec les proportionnelle. Américains. Les européennes, c'est la proportionnelle. Donc c'est vraiment, sont parmi les élections où c'est le plus intéressant de faire chacun pour soi, en fait. Même si j'avoue que Vous avez jamais pensé, préférais, parce que justement, votre ami Pierre-Yves Géant, je crois, est sur la liste de Florent Philippot, vous avez jamais pensé à un engagement politique? On vous l'a demandé? Moi, ce que j'aime, c'est plutôt la politique à privatif. On avait fait le tour Super France après les confinements. On avait fait le tour Super France, on avait fait 13 villes en France où on montrait les solutions. Par exemple, là, on parle de nettoyer la Seine. Bah, on avait à Marseille vu. C'est une farce, objectivement. C'est une connerie, bien sûr que c'est une connerie. Qu'elle soit prête pour les JO, là. C'est une farce totale. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être envisagé si on s'était pris 10 ans à l'avance et il y avait déjà des solutions. Scientifiquement, c'est vraiment. C'est faisable. C'est faisable, vraiment? C'est faisable. Il y a même des précédents. Qu'est-ce qu'on met? On met des galets de chlore? Enfin, je veux dire que. Non, pas des galets de chlore. Les excréments qui arrivent dans la Seine, je vois pas comment. Justement, parce que les excréments, il y en a à Venise aussi. Venise n'a pas de réseau d'égout. Tous les excréments, quand vous tirez la chasse à Venise, ça part direct dans la lagune. C'est pour ça que ça sent mauvais en été. Parce que Venise, c'est très beau, c'est très romantique, mais il n'y a pas de réseau d'égout. C'est une ville médiévale. Il n'y avait pas d'égout au Moyen-Âge. Et donc, quand vous tirez une chasse à Venise, tout part dans la lagune direct. Et pourtant, on pourrait nettoyer la lagune. Et d'ailleurs, on a pu pendant les confinements, etc. Donc, c'est faisable pour la Seine, à plus forte raison. C'est pas du tout les mêmes volumes d'eau. Voilà, pour les JO, c'est mort. Pour les JO, c'est totalement mort. Et de toute façon, ils n'ont pas du tout le bon plan pour ça. Encore une fois, pour Super France, on avait rencontré, et c'est pour ça qu'on voulait pas être politique, je dis ça, parce que des gens seraient peut-être pas venus si on avait été étiqueté à droite ou à gauche. On avait fait venir des gens de droite et de gauche. Donc c'était un tour de France où on faisait des tables rondes dans les mairies pour parler des problèmes des municipalités, l'emploi. Alors c'était vraiment centré sur l'emploi, mais en particulier sur les déchets. Comment valoriser les déchets? On avait vu un type, par exemple, qui était ancien président de conseil rural, c'est en Afrique ça, de conseil départemental en Nouvelle-Aquitaine. Il méthanisait les eaux usées. C'est une méthode qui est connue, parce qu'en fait, à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine, alors pas que le département où il était, c'est 300 millions par an qui sont claqués pour chauffer les établissements scolaires. 300 millions par an. S'ils avaient du méthane gratuit, et ça s'est avéré être prémonitoire, parce qu'avec le gazoduc Nord Stream, le méthane a explosé, pas que littéralement, mais figurativement à la hausse dans les bourses. On aurait pu avoir du méthane beaucoup moins cher si on avait déjà entrepris de méthaniser nos eaux usées, ce que font déjà les Danois. C'est ce qu'on avait fait à Super France. Et donc, à Marseille, on avait rencontré le patron d'un consortium qui s'appelle les Coiffeurs Justes, qui récupérait les cheveux des coiffeurs. Les cheveux fixent les polluants organiques, les toluènes, les huiles de vidange qu'on retrouve dans les rivières. Et donc, ils mettaient des boudins avec parfois même des barésies, quoi, des paparésies du coup, mais des bas nylon, avec des cheveux dedans. Ils mettaient les boudins soit dans les cales des bateaux pour pas que les huiles coulent, soit directement dans les rivières pour faire des murs qui filtraient. Et ça marche très bien, ça marche tellement bien qu'ils ont mis un collecteur de cheveux sur le Charles de Gaulle, les mecs. Donc, il y avait des forces vives qui étaient prêtes à résoudre les problèmes de la nation. Et on les a pas écoutés. Ce type, les Coiffeurs Justes, il est pas invité par Anne Hidalgo, que je sache. Alors qu'il aurait dû. Il aurait pu faire un plan national ou un plan municipal de récupérer les cheveux chez tous les coiffeurs de Paris, qu'aurait même pu donner un peu d'argent pour ça. Et il aurait contribué à dépolluer la Seine. C'est totalement faisable. À New York, il y avait quelqu'un Kate Orff, elle s'appelait, elle avait fait un projet de dépolluer le canal de Gowanus, qui est le canal le plus dégueu du monde. Tomber dedans, c'est la mort assurée, tellement il est pollué. Vraiment, c'est pas une blague. Et c'est là aussi que toute la mafia jetait les flingues, les cadavres, enfin tout. Elle avait un projet de le dépolluer avec des huîtres, parce que les huîtres sont des filtres, pas les manger bien sûr. Là, une fois qu'elles ont filtré, on s'en servait pour faire du béton, on gardait la coquille, etc. Mais ce projet pouvait fonctionner. Et c'est ce genre de projet que la Seine aurait pu faire. Donc oui, ça c'est de la politique pour répondre à votre question, mais c'est de la politique bipartisane, c'est ce qui m'intéresse le plus en réalité. Faire de la politique bipartisane. Après, évidemment, j'exclus pas de m'engager pour un parti un jour. Non, parce que je vous ressens, puis dans les différentes prises d'opposition que vous aviez, donc on vous ressent quand même très souverainiste. Vous êtes favorable au Brexit, vous? Le Frexit, oui, tout à fait. Je suis favorable au Brexit, je suis favorable au Brexit, je suis favorable au Nexit. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer donc François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan séparément. Et j'ai pas encore rencontré Florian Philippot, mais je lui réserve toute ma sympathie. Je regrette en effet qu'il n'y ait pas assez de souverainistes de gauche. En effet, je sais que François Asselineau s'est beaucoup battu pour être étiqueté divers droite, mais ça reste, c'est pas centre ou pas. Il y a certains des éléments de son programme qui sont très à gauche. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on a plus à quitter l'Union européenne qu'à y rester? Quels sont leurs chiffres? C'est ça le truc, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un bilan comptable. Quand on décide, par exemple, de faire ce qu'on appelle un spin-off chez les entreprises, une start-up, une entreprise décide de voler de ses propres ailes, donc de sortir d'un consortium, elle fait les comptes, elle regarde,
Et la France est un donateur net de l'Union européenne. Donc non, on n'a pas plus à perdre qu'à gagner, puisque c'est nous qui donnons le plus avec l'Allemagne. Et l'Allemagne, elle récupère, oui, parce que l'Allemagne est devenue une sorte de puissance néocoloniale en Europe. On le voit avec la Grèce, on le voit avec l'Italie du Nord, et on le voit même avec la France. L'Allemagne est en train de marcher sur les plates-bandes industrielles françaises, qui avec le Rafale, qui avec Dassault en général, et pas que le programme Rafale en particulier. Donc oui, l'Allemagne est bien meilleure que nous pour tirer les marrons du feu et se rembourser de l'argent qu'elle donne à la Commission. Mais nous, non. Et nous, en fait, on est même le pays qui est le plus gros dindon de la farce à l'échelle de l'Union européenne. Justement, le bilan du Brexit... On le voit aujourd'hui, il est totalement positif. Enfin, on le voit, la stabilité de leur monnaie, qui est la plus vieille monnaie au monde encore en cours. C'est la livre sterling. C'est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille monnaie, à encore avoir cours. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans l'euro. Ils n'allaient pas mettre fin à 1200 ans de monnaie pour une petite création passagère qui montre bien ses limites aujourd'hui. Le Brexit aujourd'hui est un énorme succès et n'a pas bien sûr changé la politique étrangère britannique qui reste alignée sur celle des États-Unis, ça va de soi. En tout cas, la sortie de l'Europe et même de l'euro, même le RN n'en parle plus. Il semblerait que le RN justement soit sur le point de remporter une victoire historique à ces élections européennes. Ça dit quoi, selon vous, de l'opinion Un petit mot aussi sur Jordan Bardella, il est promis un grand avenir. Beaucoup de gens, comme Asselineau, disent que c'est la prochaine Meloni. Et qu'en effet, donc Meloni a été une déception en Italie par rapport à son programme. Et l'analyse d'Asselineau, c'est que Bardella est la prochaine Meloni. J'attends de voir, mais j'aurais tendance à penser comme ça, en effet. Parce que on voit que le RN on est prisonnier, c'est ça, des instances européennes et qu'on peut rien faire. Oui, et puis surtout même de la bien-pensance, de cette pensée unique. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les LR, ils sont morts. Bon, ils n'existent plus. Aujourd'hui, de la même façon que Sarkozy avait braconné d'anciens socialistes, qui Frédéric Mitterrand, qui Kouchner, qui Besson, Macron a braconné d'anciens LR. Puisque Macron, je rappelle au départ, prétendument, Renaissance et l'REM venaient de la gauche. Bon, c'est assez amusant, mais c'est censé être nominalement le cas. C'est pour ça que je dis que les étiquettes gauche-droite sont de moins en moins crédibles, parce que peut-on vraiment dire que Macron était de gauche? Faut pas déconner non plus, quoi. Mais il a braconné d'anciens LR. Et là, maintenant, il a braconné notamment Rachida Dati, qui certes, d'un point de vue politique, je pense, a eu raison d'accepter cette offre, parce que de toute façon, son parti... devenir maire de Paris. Alors là, pour le coup, je pense qu'elle serait une bien meilleure maire de Paris qu'Anne Hidalgo, mais en même temps, c'est pas dur. C'est pas non plus un compliment de dire qu'elle serait meilleure qu'Anne Hidalgo, parce que c'est pas particulièrement difficile d'être meilleure qu'Anne Hidalgo. Mais en effet, je pense que Rachida Dati a eu raison de rentrer, de prendre l'offre qu'on lui faisait, parce qu'elle a pris acte du fait que les Républicains ne sont plus capables de gagner les élections et de revenir aux affaires. On le voit aujourd'hui. Donc, alors peut-être qu'il y aura une exception avec celui que Pierre-Yves Rougeron appelle affectueusement le blaireau du Havre, à savoir Édouard Philippe. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment LREM, Renaissance, RN. Donc, à partir de ce moment-là, le RN devient le parti d'opposition de référence, et en tant que tel, il fait partie de la pseudo-alternance. Donc c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous pensez que Marine Le Pen peut l'emporter en 2027 ? Je pense que c'est plutôt Bardella qui peut l'emporter après. Mais je pense pas qu'elle gagne en 2027. Ah, vous pensez qu'il y aura une étape intermédiaire ? Je pense que là, Bardella est en train de monter en puissance pour être. Vous pensez il y en a même déjà qui laissent entendre qu'il pourrait ne pas rester loyal. Vous pensez que si jamais les sondages je vois mal le parti l'introniser, et il est quand même très jeune. Il est quand même très jeune, et c'est pas du tout quelqu'un à qui je confierais les rênes du pays à son âge, faut être honnête. Déjà que Macron, ça s'est vu, qu'il était trop jeune pour être président. Pourtant, je suis pas très vieux moi-même, et je me permets de penser que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est vrai, mais là, l'inexpérience de Macron, elle s'est montrée à plusieurs reprises dans ses mandats. Et donc, Bardella, c'est... Ouais, mais regardez, Gabriel Attal est bien Premier ministre, oui, mais il est aussi jeune. Il montre son expérience, mais c'est phare. Vous connaissez le fameux proverbe turc. Quand on met un clown roi, c'est que si on met un clown sur le trône, ça fait pas de lui un roi. Par contre, ça fait du royaume un cirque. Donc, on peut mettre un clown sur un trône, il n'y a pas de problème. C'est facile, ça. Mais ça ne fait pas du clown un roi. Ça va juste transformer tout le royaume en cirque. Quand on met Attal, Premier ministre, ça fait pas de lui un vrai Premier ministre. Ça fait du gouvernement Macron un cirque. Et on le voit aujourd'hui. Donc oui, on peut bombarder qui on veut, Séjourné, qui était l'ancien amant d'Attal, et dont certaines mauvaises langues osent dire que ça a pu éventuellement peser dans sa nomination. Séjourné aux affaires étrangères. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Et ça se voit que c'est pas sérieux. Justement, quand on a des conflits majeurs comme le conflit israélo-palestinien, enfin, séjourner au Quai d'Orsay alors qu'on est au plus proche d'une guerre nucléaire mondiale. Est-ce que c'est sérieux? De Villepin, oui. Séjourner, non. Hubert Védrine, oui. Hubert Védrine, bien sûr. Donc, je partageais pas toutes ses opinions, mais Hubert Védrine, oui. Oui, un vieux briscard qui avait un vrai recul, qui savait garder la tête froide et qui l'a démontré sur tout un tas de plateaux où on a essayé de le déstabiliser. Oui, 1000 fois oui. Alain Juillet, un ancien de la DGSE, nous disait sur cette banquette Orange, justement, il y a quelques mois aussi, qu'aujourd'hui, le lobby le plus puissant, c'était plus les francs-maçons. Oui, il disait que c'est LGBT. Les LGBT. Bah, c'est pas faux quand on voit, surtout à Los Angeles, par exemple, où c'est un relais d'influence colossal. Ouais, en effet. Mais Alain Juillet, alors à Los Angeles, vous voulez dire dans le milieu du cinéma? Non, en général, en politique, pas que dans le milieu du cinéma. Non. Vraiment en général. Oui, c'est Sic Transit Gloria Mundi, quoi. En général, quand on a une minorité qui a pu être persécutée, c'était clairement le cas des homosexuels aux États-Unis, ça l'oblige à s'organiser politiquement de façon quasi militaire, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les lobbies LGBT, il y en a plusieurs aux États-Unis. Et en effet, ils ont eu une influence majeure, y compris, d'ailleurs, on le voit dans les affaires, puisque on a maintenant, avec BlackRock, mais pas que, des notations du niveau de wokisme de certaines entreprises, et ça les a détruites. Par exemple, AB InBev, le leader mondial de la bière, s'est pris une catastrophe économique en prenant un transsexuel comme symbole de sa bière Bud Light. Ça a été évidemment détesté par la communauté parce que Bud, qui achète ça? Des familles. Et en effet, c'était pas considéré comme très family friendly. Et donc, ça a complètement bidé et l'action AB InBev s'est effondrée et le Bud Light a été un échec commercial. Ah, vous voulez dire que, oui, ce que vous disiez aussi pour Disney tout à l'heure. C'est ça. Il peut y avoir un revers très violent, même économique. La question du coup, c'était, pour répondre à la question sur l'influence du lobby LGBTQ, c'était, en fait, pourquoi ils ont fait ça? S'ils savaient, voilà, plus bien sûr. Pourquoi ils ont fait ça? S'ils savaient que ça, ils l'ont fait parce qu'ils avaient une pression réelle de certains hedge funds ou de certains fonds spéculatifs ou de certains même donc très grands au-delà de hedge funds comme BlackRock, qui leur ont demandé, qui leur ont collé cette pression-là. Et ça, c'est le fruit, en effet, d'un lobbying important. C'est quoi pour vous qui êtes un fin observateur quand même de toutes les évolutions? Le principal danger aujourd'hui de nos sociétés, c'est quoi pour vous, Idrissa Berkane? L'implosion. Là, on voit que certains parlaient de la libanisation de la France. Certains, on a vraiment les problèmes du vivre ensemble. Par exemple, là, le 16 mai, va avoir lieu la Journée internationale du vivre ensemble. Le 16 mai. Et ça a été voulu par un grand maître soufi qui s'appelle Khaled Bentounès et qui s'est battu pour que l'ONU la proclame à l'unanimité. Alors, le vivre ensemble, on sait bien aujourd'hui, ça a tellement été galvaudé parce que tout le monde en parle. Et en fait, pour moi, la comparaison, elle est comparable avec l'or. Il y a l'or papier et l'or physique. Il y a avoir un vrai lingot d'or sur son bureau. Et il y a avoir un titre de propriété d'un lingot sur les marchés financiers qui est en fait possédé par 10 000 personnes. C'est ça le problème de l'or papier ou de l'argent papier, c'est que le même lingot peut être possédé par 10 000 personnes. C'est illégal, mais c'est faisable, et c'est le cas aujourd'hui. Le vivre ensemble, c'est pareil. Il y a le vivre ensemble papier, c'est-à-dire les politiciens qui en parlent. Ça mange pas de pain, c'est facile ça. Et il y a le vivre ensemble lingot physique. Un État ne peut pas exister sans vivre ensemble. Même si c'est, disons, un État comme la Chine, où c'est quasiment que les Han. Il y a les Ouïghours aussi. Il y a les Hui aussi, qui sont musulmans aussi. Et il y a tout un tas d'ethnies en Chine. Donc la Chine a un vivre ensemble, même si ils ont quasiment un monolithisme ethnique qui est très supérieur à ce que même les mecs les plus à droite en France voudraient pour la France. Même des types comme qui parlent de grands remplacements, etc. Enfin, ils veulent pas le quart de ce qui est en Chine actuellement, et de ce qui est le cas en Corée aussi, laquelle Corée d'ailleurs est menacée parce qu'ils font pas assez d'enfants. Ça aussi, c'est une menace. Je reçois Daniel Guichard dans Bistro Liberté mercredi prochain. Justement, je l'interviewais il y a quelques mois sur le vivre ensemble. Il disait, je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Ah oui, voilà. Non, mais et pareil avec comment il s'appelle, Laurent Berton. Voilà. Laurent Berton qui dit, c'est fini. Et c'est normal parce que eux, ils voient le vivre ensemble papier, ils voient des politicards qui parlent de ça à longueur de journée, alors que le vivre ensemble physique, c'est vraiment comme j'insiste, comme le lingot d'or. Si on voyait la France qui disait, on détient plein d'or papier, mais qu'elle avait vendu tout son stock d'or, alors on dirait, préparez-vous à un effondrement économique, parce qu'elle a plus d'or physique. Le vivre ensemble, c'est pareil. C'est le vivre ensemble papier versus le vivre ensemble physique. Alors justement, Idrissa Berkane, vous parliez du vivre ensemble. Eh bien, écoutez, on va un peu moins vivre ensemble pour la fin de l'émission, puisqu'on va basculer sur une autre plateforme qui s'appelle Player, qu'on réserve uniquement à nos abonnés, puisque ça aussi,
il est important que je le dise, si on bascule sur Player en exclusivité pour la dernière partie de cette émission, c'est pour donner un bonus à ceux grâce auxquels on peut vous proposer chaque semaine ces émissions, et ce sont uniquement grâce à nos souscripteurs, nos abonnés, donc à Player et donc à la chaîne Les Incorrectibles Plus qu'on remercie. Mais néanmoins, si vous ne pouvez pas nous suivre sur Player, je le dis aussi, soyez rassurés, nous mettrons les principaux extraits les plus marquants de cette fin d'émission sur X. Donc on se retrouve tout de suite sur Player. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.